Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce débat du deuxième tour de la primaire écologiste, le seul débat sur LCI. C'est un débat décisif, les enjeux sont très importants. Merci Sandrine Rousseau d'être avec nous. Je rappelle votre score, 25,14% au premier tour. Merci Yannick Jadot d'être avec nous, 27,70%. On se souvient qu'on a fait un débat avec les autres candidats, c'était il y a 15 jours. Alors pour le deuxième tour, même processus pour les électeurs, vous pourrez voter entre le 25 et le 28 septembre sur le site lesécologistes.fr. Nous sommes à 200 jours exactement du premier tour de la présidentielle. Alors on va évoquer ensemble votre programme, vos valeurs, votre vision de la diplomatie, des relations internationales, des alliances, de la politique en général. Bon, c'est évidemment un débat et je vais vous demander d'échanger, de comparer vos programmes peut-être parce que les électeurs doivent décider cette fois-ci. Et comme la dernière fois, un dispositif exceptionnel. Notre équipe de vérificateurs TF1 LCI est mobilisée et il relèvera les imprécisions lors du débat grâce à un système de QR code. Maintenant, vous êtes habitués. Pour y accéder, c'est très simple. Dès que vous voyez apparaître un QR code dans un coin de votre écran, vous cliquez avec votre appareil photo, l'appareil photo de votre smartphone ou votre tablette et vous aurez la vérification. Alors je vous le disais, merci à chacun d'être présent. Il y a eu un tirage au sort qui a désigné Yannick Jadot pour répondre à la première question. 1 minute pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous plutôt que pour Sandrine Rousseau. Vous voyez, c'est très simple. Je suis candidat pour être le premier président qui mettra le climat au cœur de nos politiques publiques, au cœur de l'État, au cœur de la République. Si nous ne voulons plus subir, nous devons agir. Et justement, l'écologie que je porte, c'est une écologie de l'action. 30 années de mon parcours pour l'écologie le démontrent dans les mouvements sociaux, sur le terrain, au Parlement européen. Cette écologie de l'action, elle sera mise en œuvre immédiatement à l'arrivée au pouvoir. Nous agirons pour sortir des énergies fossiles. Nous agirons pour sortir des pesticides, de l'élevage industriel. Nous agirons pour protéger les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui percutés par un modèle néolibéral qui instaure la guerre de tous contre tous. Toujours, nous agirons pour protéger les femmes et les hommes les plus fragiles. Cette écologie de l'action, c'est l'écologie que nous avons portée pendant la campagne européenne avec le succès qu'on connaît. C'est l'écologie qui a permis de remporter des grandes villes et d'avoir beaucoup d'élus, au départemental, au régional. C'est l'écologie des luttes de terrain. C'est l'écologie de la Convention citoyenne. Cette écologie-là, elle assume de vouloir gouverner, c'est sa fierté. Mais mon écologie, c'est une écologie qui rassemble. Parce que si nous ne transigeons pas sur le climat et la biodiversité, il va falloir agir avec toutes les forces vives de la société. Et enfin, mon écologie, c'est une écologie du collectif, avec l'ensemble des candidates et des candidats, avec les plus de 120 000 inscrites et inscrits à la primaire de l'écologie. Nous allons travailler, nous allons construire le projet, nous allons faire campagne, nous allons gouverner. Et ensemble, nous pouvons et nous allons gagner. Sandrine Rousseau, pourquoi vous ? Bonsoir à tous et toutes. Alors, ce qui se joue ce soir ici, ça n'est pas la primaire des écologistes en réalité. Ce qui se joue ici, on le sait tous et toutes, c'est la présidentielle 2022. Et si on joue la présidentielle 2022 ici, sur ce débat ce soir, eh bien, il nous faut regarder en face les choses. Et la gauche écologiste, aujourd'hui, dans le paysage actuel, perd cette présidentielle. Et donc, pour le débat du premier tour, la radicalité a été au cœur des débats. Ça a animé cette primaire et ça a permis à 122 000 personnes de s'engager, de s'intéresser et de travailler sur l'écologie qu'ils et elles voudraient. Alors j'entends ici ou là que la seule radicalité finalement que l'on voudrait mettre en œuvre, c'est une radicalité qui permet de gagner la présidentielle. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la radicalité est importante pour gagner, mais qu'elle est surtout importante pour transformer. Et qu'il nous faut être honnête et qu'il nous faut être sincère sur ce que l'on veut transformer et comment nous voulons le faire. Nous ne pourrons pas faire une transformation écologique à la hauteur des défis qui sont les nôtres
Si nous ne disons pas les choses, si nous ne les posons pas sur la table, nous ne pourrons pas le faire contre les citoyens et citoyennes, nous ne pourrons pas le faire par surprise pour les citoyens et citoyennes. Et depuis le début, depuis le premier jour de ma campagne, je porte avec sincérité, je porte avec force un projet de transformation écologique et sociale de notre société, en mettant sur la table les propositions que je souhaite transformer en politique publique. Merci. Aujourd'hui, je pense que c'est cette ligne-là qui nous permet de créer l'enthousiasme et la surprise de cette présidentielle. C'est cette ligne-là qui gagnera. Merci beaucoup à chacun, merci. Tout de suite, alors je reprends un peu au vol ce que vous venez de dire l'un et l'autre. Sandrine Rousseau, vous dites que finalement, ce n'est pas l'écologie de gouvernement qui vous anime, vous reprenez cette radicalité, ce mot de la radicalité. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de dire qu'on n'est pas pour une écologie de gouvernement et vouloir être présidente? Et vous dites c'est aujourd'hui que se joue la présidentielle. L'écologie de gouvernement, ça fait 20 ans qu'on l'a eue. Ça fait 20 ans qu'elle a été au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et finalement, elle ne transforme pas ni notre économie, ni notre société. Au contraire, elle tend les choses. Par les demi-mesures, par les petits pas, par même les pas en arrière qui sont faits quand les tensions sociales sont trop fortes, eh bien, on recule. Et on ne prend pas le défi du réchauffement climatique pour ce qu'il est, c'est-à-dire le principal défi des prochaines années pour notre société. Et aujourd'hui, je pense que précisément, il nous faut amener autre chose dans le débat politique et dans cette présidentielle, et affirmer les valeurs au nom desquelles on va faire cette transformation. Et ce que je porte en tous les cas, c'est de dire qu'on ne pourra pas faire de transformation écologique sans un renouveau du contrat social fort, important, protecteur pour les plus précaires de la société, et que ça n'est que l'articulation des deux qui nous permettra de mettre en œuvre les mesures qui sont attendues de nous. Réponse de celui qui prône l'écologie de gouvernement ? Ah oui, fondamentalement. Les petits pas ? Non, l'écologie, elle n'a pas gouverné ces 20 dernières années. Ce qui a gouverné, c'est Nicolas Sarkozy, qui a fait le Grenelle de l'environnement, qui est complètement revenu dessus, en disant l'environnement, ça commence à bien faire. Ce qui a gouverné, ce sont les socialistes. Et on a quitté le gouvernement tellement ce gouvernement faisait peu. Ce qui a gouverné, c'est Emmanuel Macron. Et avec ses renoncements sur le climat, sa régression sociale, son affaissement démocratique. L'écologie qui gouverne aujourd'hui, c'est l'écologie de nos maires, qui sont en train de mettre en œuvre des mesures extraordinaires pour transformer la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ils le revendiquent, nos maires, de vouloir gouverner. Parce que si on fait de la politique, on l'a fait pendant des années pour alerter, pour témoigner, pour essayer d'animer le mouvement social. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'accéder aux responsabilités, donc d'accéder au gouvernement pour gouverner. Et justement, mettre en œuvre les grandes politiques. Pourquoi je veux être président de la République ? Notre responsabilité, ça n'est pas de faire des demi-mesures, Yannick. Mais ça n'a rien à voir avec l'écologie de gouvernement. Si gouverner, c'est renoncer, à ce moment-là, je crois qu'il ne faut plus faire de la politique. Il faut s'engager dans les associations, il faut s'engager dans les mouvements sociaux, mais vouloir faire de la politique, s'engager dans une campagne présidentielle, comme on s'engagera dans la campagne législative, c'est pour prendre les responsabilités et transformer, agir au service du climat, de la biodiversité et de nos concitoyens. Réponse, Sandrine Rousseau. L'écologie de gouvernement que tu proposes est une écologie qui ne va pas au bout du chemin. Et c'est en cela que je te dis que le gouvernement n'est pas supérieur aux objectifs que nous nous fixons. Aujourd'hui, nous avons absolument besoin de transformer notre société. Et donc, pour y arriver et pour obtenir les résultats qui sont attendus de nous et que le GIEC nous préconise, eh bien, il va nous falloir prendre des mesures fortes, radicales, porter des mesures qui soient transformatrices profondément de notre société. On les porte à la présidence de la République, mais on les porte dès la campagne, Yannick. On les porte maintenant. On assume le fait qu'il faille décroître la quantité de biens consommés, qu'il faille transformer profondément notre système productif. On assume le fait qu'il nous faut un État social et protecteur. On assume le fait qu'il faille contrôler les entreprises pour que les entreprises les plus polluantes ne puissent pas continuer à polluer comme elles le font actuellement. Nous assumons le fait de protéger les plus précaires de la société et nous assumons aussi le fait que tout cela sera un ensemble de contraintes, certes d'opportunités, certes de nouvelles sociétés, certes d'une nouvelle manière de vivre ensemble, mais aussi un ensemble de contraintes qu'il va nous falloir accepter ensemble. Et on ne peut pas aller et se présenter à la présidentielle sans assumer ce parcours-là. Et ce que je dis aux Français et aux Françaises, c'est que moi, je veux qu'une présidente de la République écologiste porte justement une écologie
au pouvoir, qui permettent en 5 ans de regarder nos enfants droit dans les yeux, qui nous permettent de dire que oui, nous avons fait les efforts qui étaient à notre portée pour pouvoir assurer leur avenir et le nôtre par la même occasion. Eh bien, pour cela, il nous faut, oui, mais pour cela, il nous faut dès à présent porter les choses. Et j'ai lu ton programme et je vois à quel point il n'y a pas de transformation suffisante pour permettre d'atteindre les objectifs du GIEC. On y reviendra dans le débat. D'accord. Quand je pose... alors, c'est intéressant parce que... Alors moi, c'est vrai que ça fait 30 ans que je suis sur le terrain. Je veux dire, ce modèle néolibéral, c'est assez amusant parce que hier, sur une radio, il y avait, ou c'était avant-hier, il y avait Geoffroy Roux de Bézieux qui disait lui-même, finalement, la mondialisation heureuse, ça n'a pas marché. Et José Bové m'appelle juste après en me disant, tu vois, on a gagné finalement. Le combat qu'on menait dans les années 90 contre l'Organisation mondiale du commerce, contre les traités de libre-échange. Et je continue à mener ce combat au Parlement européen contre les traités de libre-échange, contre cette prédation sur les ressources, contre cette mise en concurrence terrible des hommes et des femmes entre elles. Eh bien, ce combat-là, on l'a mené quand, dans ces combats-là, moi j'ai dirigé les campagnes de Greenpeace. On se prenait des boulons des pêcheurs pour défendre le thon rouge en Méditerranée. Eh bien, depuis, les stocks de thon rouge ont commencé à se reconstituer. Quant au Parlement européen, on s'est battu avec les pêcheurs de Boulogne, on s'est battu avec les associations comme Bloom pour interdire la pêche électrique. Mais c'est ça, être au gouvernement, c'est ça, assumer. Non, quand dans mon programme... pour le coup, tu vois. Ah non, être au Parlement européen, c'est être législateur. Non, mais attends, se prendre des boulons sur le thon rouge, c'est intéressant. Se prendre des boulons sur le thon rouge, c'était se battre au Parlement européen pour bloquer l'accord d'investissement avec la Chine, parce qu'on ne supporte pas la répression sur les démocrates et le génocide sur les Ouïghours, c'est être législateur. Quand je veux... Mais pas de transformation. Elle a dit, Sandrine Rousseau, il n'y a pas de transformation. Ça veut dire qu'il y a des compromis dans votre programme ? Mais si on veut emmener toute la société, vous savez, je l'ai dit, il nous faut être à 1,5 degré maximal de réchauffement climatique. Donc il faut qu'on soit sur... Au niveau européen, moins 65% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. J'ai annoncé la fin de l'élevage industriel, la sortie des pesticides. Si nous voulons protéger le vivant, si nous voulons protéger le climat, il va falloir emmener toute la société, tellement ça va être rapide. Et donc, moi, je veux travailler avec les syndicats, je veux travailler avec les entreprises, je veux travailler avec les paysans, je veux travailler avec les citoyennes et les citoyens de ce pays pour les mobiliser et qu'il n'y ait pas une coalition du refus. Notre ambition est telle qu'il va falloir trouver le chemin où tout le monde va se retrouver. Mais quand je dis dans mon programme, tout euro d'argent public, chaque euro d'argent public sera conditionné au climat, à la justice sociale et maintenant aux renégociations salariales dans les branches où les salariés sont précarisés avec des statuts et de la souffrance au travail. Quand je dis que chaque euro d'argent public sera conditionné à l'égalité femmes-hommes, mais c'est un outil extraordinaire pour atteindre nos objectifs. Quand j'ai un plan d'investissement, c'est un outil extraordinaire pour réparer nos services publics et reconstruire notre économie. Donc il y a de la transformation ou pas ? Mais il y a moi, je vais vous présenter les mesures que je porte et puis vous mesurerez aussi la différence qu'il peut y avoir. Et pour le coup, moi, je suis économiste depuis 20 ans. Je fais des recherches sur l'écologie économique, sur l'économie écologique, et sur la précarité. Ça fait 20 ans que je regarde les chiffres. Ça fait 20 ans que je mets en œuvre des politiques sociales et des politiques environnementales aussi sur l'Université de Lille. Tu sais que l'Université de Lille est la seule université aujourd'hui en France à avoir une spécialisation sur les transitions et que je l'ai accompagné avec l'ensemble des membres de la direction de l'université, les transitions, les transformations de notre société, et que ça va être un pôle européen de recherche sur ces transformations et sur ces transitions, et que précisément dans les recherches que j'ai menées, je les ai menées au plus près du terrain. Et par ailleurs, j'ai un militantisme de terrain, et je te reconnais ce militantisme de terrain. Simplement qu'aujourd'hui, il nous faut passer d'un discours qui consiste à dire que tout le monde et tout le monde va accepter la transition écologique à mon sens, un discours qui consiste à dire que voilà les objectifs que nous devons nous fixer. Comment y arrivons-nous ?
Comment faisons-nous pour y arriver? Et aujourd'hui, je crois qu'il faut assumer le fait que oui, il va y avoir des intérêts qui seront confrontés à cela. Je pense que quand on transforme l'agriculture, eh bien, il y a des agriculteurs qui s'opposeront aux mesures que... Et donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec eux? Aujourd'hui, il nous faut assumer les choix dès à présent, dire que nous sortirons des pesticides de synthèse dans les 5 années. J'ai regardé ton programme, par exemple, il n'y a pas de date sur la sortie des pesticides. Moi, je dis, c'est en 5 années qu'on doit le faire. On doit sortir du glyphosate dès maintenant. On doit sortir des néonicotinoïdes dès la prise de fonction. Et cela, en fait, ça permet d'arriver au pouvoir avec une légitimité, la légitimité de celles et ceux qui ont dit ce qu'ils allaient faire complètement et dans l'ampleur dans laquelle ils allaient le faire. Et je suis heureuse des combats que tu as menés au Parlement européen et je pense que tu as obtenu des victoires. Aujourd'hui, il s'agit de transformer la société complète dans cette victoire. Et je rappelle qu'aux dernières élections, les dynamiques dont tu as parlé sur les municipales sont des dynamiques citoyennes. C'est-à-dire que parce qu'on a porté un discours différent, parce qu'on a incarné de manière différente aussi la fonction, parce qu'on a raconter un récit différent aux personnes qui se sont mobilisées, eh bien, on a réussi non seulement à combattre l'abstention, mais en plus à porter des valeurs innovantes et des propositions innovantes jusqu'au sommet des villes. Ce que je te dis là, c'est que moi, je pense qu'il faut le dire aujourd'hui. Oui, nous sortirons des pesticides en 5 ans. Parce que sinon, eh bien, nous continuerons à perdre des oiseaux. Nous continuerons à perdre la biodiversité des sols. On va venir au programme. On va venir au programme. On a absolument besoin de cela aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il faut sortir des pesticides. Non, mais elle a l'air de dire qu'il faut assumer. Ça veut dire que vous n'assumeriez pas. C'est ça que vous dites. Il faut assumer. Il faut assumer la difficulté, il faut assumer les efforts, il faut assumer de dire la vérité. Que ce sera dur, c'est ça? Que ce sera dur? Je pense qu'il faut assumer le fait que ce ne sera pas si simple que ça, mais y compris pour nous. Mais je ne sais pas qui a dit que c'était simple. Encore une fois, quand on voit l'ampleur des transformations engagées, il va falloir changer nos modes de production, sortir du jetable, du gaspillage, de l'obsolescence programmée. Et moi, je propose par exemple une TVA qui soit modulable. Donc, par exemple, sur le bio, c'est 0%. Sur ce qui est réparable, l'électroménager, les vélos, les vêtements, on soit à 5,5. C'est ce qu'ont fait les Verts suédois. Ça permet d'accélérer cette économie circulaire, cette économie de la réparation, de la réutilisation, du recyclage. Et donc, il va falloir changer nos modes de vie, nos modes de transport. Et personne ne dit que c'est simple. Personne ne dit... moi, j'ai même été espionné par EDF. Donc, les lobbies et les adversaires, je les connais. Ça fait 30 ans que je les pratique. Les adversaires de la FNSEA, les adversaires de Total, des énergies fossiles, du nucléaire, les adversaires de la chimie, on les connaît. Il va falloir les extirper de nos politiques publiques. Mais à partir du moment où on lancera un cap, on fixera un cap qui sera très clair sur quels sont les objectifs à atteindre, eh bien oui, il va falloir passer des contrats avec les agriculteurs. Et ça tombe bien, on a 9 milliards d'euros d'argent public européen, ça s'appelle la politique agricole commune, plus 3 milliards de politique agricole française. On a donc 12-13 milliards pour accompagner les agriculteurs. Mais moi, je veux discuter avec ces agriculteurs, parce que les agriculteurs sont les travailleurs de la nature. Alors évidemment, il y en a qui vont bloquer, il y en a qui n'ont pas intérêt, il y en a qui jouent la mondialisation et qui se moquent que les éleveurs disparaissent ou que des paysans se suicident de surendettement ou d'un modèle productiviste insupportable. Mais il va falloir passer contrat que nos collectivités, nos maires commencent déjà à faire en disant « Vous alimentez ma cantine en bio. Eh bien, pendant 3 ans, je vous aide dans votre transition en bio et je paye déjà le bio. » Passer contrat, vous dites passer contrat. Sandrine Rousseau, vous dites on impose. Si j'essaye de comprendre, de suivre votre raisonnement. Yannick Jadot dit il faut passer contrat, il faut accompagner. Et vous dites non, il faut dire tout de suite et on impose. Mais il faut fixer l'objectif. Là, je n'ai toujours pas entendu l'objectif. Enfin, je veux dire, le truc, c'est que là, on a, sur la transformation de l'agriculture, typiquement, on a un enjeu qui est vraiment de transformer de manière massive l'agriculture intensive. Alors, certes, la méthode. Certes, il y a des subventions qui peuvent aider à la transformation. Il nous faut réformer la PAC et il nous faut accompagner les agriculteurs qui changent de métier pour qu'ils ne perdent pas d'argent au moment où ils passent en bio. Mais par exemple, sur le foncier,
on a un très gros enjeu sur le foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous transmettez une terre, si vous vendez une terre dont la biodiversité est dégradée, elle vaut le même prix qu'une terre dont la biodiversité n'est pas dégradée. Eh bien moi, par exemple, je dis aux agriculteurs qu'il va falloir un bonus-malus sur la qualité de la terre et la qualité de la biodiversité au moment de la vente. Et que ça, c'est une incitation extrêmement forte pour les agriculteurs pour rendre une terre avec une biodiversité améliorée par rapport à ce qui a commencé. Et que ça n'est pas juste une transformation de la PAC, ce qui est indispensable, mais ça passe aussi par des aides individuelles aux agriculteurs, une formation, du protectionnisme à l'entrée aux frontières de l'Europe et un bonus-malus sur les terres. Un mot pour conclure ce chapitre un peu de questions générales. Sandrine Rousseau, vous avez dit que votre moteur, c'était l'humiliation, c'était la réponse à l'humiliation, c'était le moteur de votre engagement. Est-ce que c'est un moteur, c'est votre moteur, enfin, quel est le vôtre? Et est-ce que c'est un moteur suffisant pour être président? Mais d'abord, ça a été un déclencheur, ça n'a pas été un moteur. D'accord. Un déclencheur. Un déclencheur. Et vous alors? Il y a beaucoup de colère dans notre pays aujourd'hui, beaucoup d'inquiétude quand on voit y compris les enquêtes sur l'anxiété des jeunes. C'est terrible, c'est dramatique. Et les parents qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Notre responsabilité quand on est politique, c'est certainement pas d'instrumentaliser ces colères. C'est certainement pas ce que fait la droite, y compris le gouvernement, évidemment l'extrême droite, de transformer ces peurs, de les manipuler en panique identitaire. Bientôt, on va avoir des débats sur les prénoms, c'est totalement débile. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est d'apporter des réponses, c'est d'apporter des solutions. Moi, mon moteur, quand on a gagné sur la pêche électrique, c'était avec les pêcheurs qui avaient gardé leur bateau artisanal et qui avaient gardé leur histoire. Mon moteur, c'est quand on a gagné sur les OGM et on a été les arracher pour obtenir l'interdiction des cultures en OGM. Mon moteur, c'est quand le jour où on a gagné sur Notre-Dame-des-Landes, eh bien, j'étais avec les paysans, avec les occupants de Notre-Dame-des-Landes pour fêter ce combat citoyen. Mon moteur, c'est quand hier, j'étais à Sevran sur une entreprise qui s'appelle Cycleterre. C'est une entreprise qui récupèrent les terres de l'excavation pour faire le Grand Paris. Ils en font des briques de construction. C'est exceptionnel du point de vue de l'empreinte carbone, du point de vue de l'empreinte environnementale généralement. Et ils sont ancrés sur le territoire à Sevran. Ils font de l'insertion. Ils créent de l'emploi. C'est votre moteur. Ils évitent. C'est ça le moteur. Alors, fini. C'est ce que les femmes et les hommes font d'extraordinaire dans ce pays, dans les associations, dans les centres de recherche, dans les entreprises, et que notre rôle, c'est que souvent, ces personnes, leurs initiatives, sont en marge des politiques publiques. Moi, mon moteur, c'est de mettre tout ça au cœur des politiques publiques, parce que ça peut aller très très vite. Je vous propose 40 secondes pour me dire, parce que vous m'avez dit c'est le déclenchement. Mais alors donc le moteur, c'est quoi? Excusez-moi, c'est un peu technique, c'est un peu mécanique. Enfin, 40 secondes. Le moteur, c'est de faire en sorte que notre société change. Moi, quand j'ai dénoncé les violences, et c'est ce qui a été à l'origine de l'humiliation, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a été le déclencheur en tous les cas. Quand j'ai dénoncé des violences, on était 4 à parler et il y avait un vide complet dans la société à ce moment-là. Et derrière a été déclenché un mouvement mondial qui s'appelle MeToo. Et depuis, j'ai créé une association d'entraide de femmes. Eh bien, ces femmes, ces milliers de femmes que j'ai rencontrées dans ces moments-là, dans toutes les villes, dans les 10 villes dans lesquelles j'ai installé cette association, toutes les femmes qui étaient dans ces associations n'avaient jamais été protégées, encouragées, accompagnées par la puissance publique, les services publics ou une politique publique. Et quand j'étais dans ces réunions, ce que je me disais, c'est que comment se fait-il que des femmes qui ont à ce point-là besoin de santé, de justice, de police, pourquoi ces femmes-là sont complètement exclues des politiques publiques? Et c'est ça mon moteur aujourd'hui, c'est de leur redonner à elles la dignité. Et au-delà d'elles, de redonner à toutes les personnes qui se sentent exclues des politiques publiques une place dans la société, une inclusion dans cette société. Et ce moteur-là, eh bien finalement c'est un combat d'une vie, c'est le combat de nos vies. Et c'est extrêmement
c'est extrêmement puissant pour aller jusqu'à l'Élysée. Merci beaucoup. Voilà cette première partie. On va passer maintenant à votre programme pour être plus concret. Mais vous venez de voir à l'écran un QR code, le fameux QR code. C'est l'équipe des vérificateurs TF1 LCI qui vous propose des informations, des éclairages ou des corrections sur le débat. Il vous suffit de prendre le code en photo avec votre téléphone ou votre tablette, je vous le rappelle. Et donc, on va commencer à parler, maintenant que vous avez défini un peu votre philosophie générale, je voulais qu'on parle de la voiture. Parce que c'est évidemment, ça concerne beaucoup de monde et la place de la voiture, c'est une vraie question sur laquelle les écologistes ont un avis important. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau utilise un mot, la démobilité. Si j'ai bien compris, ça veut dire réduire au maximum ses déplacements. Et vous, Yannick Jadot, est-ce que ça veut dire que pour vous aussi, il faut réduire les déplacements et la voiture, c'est fini ? Non, je ne sais pas si c'est ce qui est entendu par Sandrine. Moi, je ne suis pas pour la suppression à l'arrivée au pouvoir de la voiture. Vous savez, moi, je viens de Picardie, je viens de l'Aisne. Là où ma maman continue à habiter, il faut une voiture. Donc la question, c'est comment elle peut se déplacer. Est-ce que, parce que nous allons investir sur les petites gares, nous allons remettre en service les trains du quotidien, améliorer leur confort, leur fréquence, nous allons favoriser, et c'est une de nos propositions, une de mes propositions, le forfait obligatoire sur la mobilité durable, vous savez, la prise en charge par l'entreprise de cette mobilité durable. Ma maman, aujourd'hui, si elle va faire ses courses, elle ne peut pas y aller en vélo. Donc, elle peut faire parfois du covoiturage, tant mieux. Et donc, il va falloir, d'un côté, développer toutes les mobilités qui nous permettent de créer du confort, de réduire les pollutions et évidemment d'alléger l'empreinte de nos déplacements. Et puis, il va falloir évidemment accompagner celles et ceux aujourd'hui qui ont besoin de voitures. Il y a ici dans le public Damien Carême. Il a mis en place, quand il était vice-président de la communauté d'agglo de Dunkerque, il était maire de Grande-Synthe, les transports par bus gratuits. D'accord ? Ça a favorisé le fait que beaucoup de familles en situation difficile ont pu se débarrasser d'une voiture et prendre un transport évidemment très peu polluant, accessible fortement parce qu'il est gratuit, et donc favoriser leur mobilité, parce que c'est important aussi que les gens puissent sortir quand ils sont déclassés socialement. Généralement, c'est aussi des gens qui s'enferment. Donc cette mobilité-là permet d'ouvrir sur le reste du monde. Donc c'est une palette d'actions qu'il va falloir avoir pour réduire l'empreinte écologique du transport, parce que ça, c'est un impératif. La démobilité, c'est de repenser toutes nos vies pour limiter la quantité de trajets que l'on a besoin de faire. Et en fait, c'est très transformateur. Pourquoi ? Parce que dans la transformation écologique que l'on a à mener, il nous faut ralentir le système. Il nous faut, alors Delphine Batho parlait de décroissance, mais il nous faut en tous les cas ralentir notre système. Et la démobilité, c'est une manière de le ralentir. C'est le fait de ne pas multiplier les déplacements, par exemple, pour aller déposer les enfants à la crèche, aller faire ses courses et puis ensuite aller au travail. Il y a 42% des trajets de moins d'1 kilomètre qui se font en voiture. Et si vous regardez pourquoi ils se font en voiture, c'est parce qu'il y a plusieurs étapes qui doivent être faites après ce trajet-là pour déposer les enfants à la crèche, faire les courses, etc. La démobilité, c'est par exemple ce que j'ai fait sur l'Université de Lille, que de mettre en place 2 crèches sur l'université, de sorte que les chercheurs, les chercheuses, autant que les personnels, autant que les étudiants et étudiantes, n'aient pas de trajet à faire et déposent leurs enfants sur leur lieu de travail. La démobilité, c'est développer le télétravail et c'est resserrer nos centres-villes pour ne pas dépendre de la voiture pour aller faire des courses dans les périphéries. Et c'est cela aussi qui améliore la qualité de vie, qui diminue la pollution dans nos villes. Ça existe déjà un peu aujourd'hui dans pas mal de villes. Ça n'existe pas complètement puisqu'aujourd'hui les périphéries restent encore extrêmement importantes et l'étalement urbain existe encore autour de nos villes. Mais évidemment que c'est une des solutions. Et après, il y a des personnes qui ont absolument besoin de leur voiture. Et à elles, je leur dis, il va falloir accepter un changement de voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture est un marqueur social. Et c'est pour ça qu'on a des voitures qui peuvent être des très grosses voitures, des SUV, etc. Les SUV, par exemple, c'est totalement inutile dans une société de transformation écologique. Donc,
la voiture, quand on la gardera, parce qu'il y a le vélo, il y a les transports en commun, et il faut développer tout cela partout où c'est possible. Mais la voiture, quand on la gardera, eh bien, ce sera une voiture légère. On n'a pas besoin de se déplacer avec plusieurs tonnes de métal autour de nous. Et ça peut être aussi une voiture collective, c'est-à-dire que ça peut être des collectivités qui investissent dans des flottes de véhicules à disposition de tes parents, par exemple, dans l'Aisne, qui pourront ainsi se déplacer dans les des villages, ça va être compliqué d'avoir des flottes de véhicules conditions bien plus simples. Et c'est cela la transformation pour aller jusqu'au bout. C'est porter, par exemple, dans le débat à la présidentielle, des mots nouveaux comme la démobilité. Oui, ça fera partie des actions de mon gouvernement. Un mot sur le fait que... est-ce que vous proposez, vous, une hausse de la tonne de carbone à 250 €? Les Gilets jaunes avaient manifesté pour bien moins que cela. Est-ce que, dans le fond, ça veut dire qu'il faut absolument augmenter le prix de l'essence pour convaincre et dissuader d'utiliser sa voiture? Non, mais le carbone est ce qui nous met le plus en danger aujourd'hui. C'est dangereux. Toute tonne que l'on émet de carbone aujourd'hui est dangereuse. Elle aggrave la situation. Donc, il nous faut absolument limiter la quantité de carbone que l'on émet dans l'atmosphère. Mais donc, on augmente beaucoup le prix de l'essence et ceux qui sont obligés de se déplacer en voiture... C'est une augmentation de 6 centimes sur l'année. C'est beaucoup pour personne. Oui, c'est beaucoup pour plein de personnes. Mais... c'est pour ça que j'accompagne ça d'un contrat social qui met en œuvre, par exemple, un revenu d'existence. Le revenu d'existence, c'est quelque chose de très simple qui dit « personne ne vit en dessous de 850 €». C'est-à-dire qu'on amortit la hausse de l'essence avec un revenu d'existence. Et encore une fois, tout ce que j'ai dit sur la gratuité des transports en commun, sur la démobilité, sur le fait que les voitures ne sont plus à acheter par des personnes qui détiennent uniquement un RSA, mais que c'est à la puissance publique de mettre à disposition des flottes de voitures très légères, par exemple, tout cela fait qu'à la fin, eh bien, l'augmentation de l'essence devient acceptable. Et j'ai discuté longuement avec les Gilets jaunes et j'ai été très impressionnée par les travaux qu'ils ont faits, les réflexions qu'ils ont menées pour proposer des choses. Et vraiment, aujourd'hui, et je remercie les Gilets jaunes, c'est une force de proposition pour notre pays. C'est acceptable d'augmenter le prix de l'essence ? Si une personne touche 885 €... On parlera du financement de ces revenus d'existence après. C'est à peu près aujourd'hui le seuil de pauvreté. Et qu'à chaque fois qu'elle va faire un plein, c'est 100 €, ça ne va pas le faire. Non, mais ce n'est pas 100 €, c'est 6 centimes de plus. Non, mais Yannick, là, c'est toi qui agites les peurs, par exemple. Tu vois. Je veux dire, si le plein d'essence... Non, mais on ne sait pas, parce qu'il y a la question de la taxation, il y a la question aussi des prix du carburant au regard du marché international du pétrole et tout ça. Bon. Donc, si ça devient absolument prohibitif, moi, je suis favorable à ce qu'on mette en place... ce qui a été le système de la TITPP flottante. C'est-à-dire qu'en fait, la taxe intérieure des prix quand on a une augmentation, quand on a une augmentation des prix des carburants liés au contexte international, parce qu'on n'a pas anticipé la réduction des consommations des véhicules. Moi, je me suis battu au Parlement européen sur la consommation des véhicules et sur le CO2 des voitures. Et là, on est face à des lobbies extrêmement puissants. Donc la bagarre est très dure pour obtenir des véhicules moins polluants et des véhicules moins consommateurs. Eh bien, il nous faut aujourd'hui, donc, quand le marché est dur, la taxe baisse un peu. Quand le marché se détend, la taxe se réaugmente. Et donc, il nous faut trouver... Je vais essayer de finir. Il nous faut trouver un système qui, encore une fois, accompagne celles et ceux qui ont aujourd'hui besoin de leur voiture. C'est à la fois, évidemment, soutenir tout ce qui relève d'accéder à des véhicules moins consommateurs, plus légers. C'est évidemment, je l'ai dit, le forfait obligatoire de mobilité douce. C'est évidemment pour les systèmes de rétrofit, par exemple. Vous avez une voiture, vous avez un moteur thermique, vous le changez avec un moteur électrique. C'est bien pour les artisans, ça peut être extrêmement intéressant pour favoriser cet accompagnement. Et puis c'est vrai, moi je suis pour un moratoire sur la construction de zones commerciales en périphérie. Si on veut défendre nos commerces de centre-ville, il nous faut un moratoire sur les zones commerciales de centre-ville. On n'est pas être obligé d'y aller. J'ai fini mon développement. Ouais. Il nous faut avoir des services publics de proximité. Quand on se bat sur des maisons de santé
à moins d'une demi-heure ou idéalement à moins d'un quart d'heure, quand on se bat effectivement pour relocaliser l'économie et donc avoir des entreprises de proximité, des services de proximité, c'est réduire les transports et le coût des transports. Le dernier mot sur cette question, en un mot, Sandrine Rousseau. Non, mais là, je trouve qu'on est typique dans notre différence. Et finalement, c'est très bien parce que du coup, ça s'expose. C'est que toi, tu dis, on ne peut pas avoir un plein à 100 €. Et moi, je dis aux personnes, mais avec l'ensemble des mesures que je mets, vous payerez moins d'essence après que ce que vous payez aujourd'hui. Et donc, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu agites une forme de peur sur l'écologie. Et quand tu dis un moratoire sur les centres commerciaux, moi, je te réponds qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de centres commerciaux en périphérie. Ça n'est pas un moratoire, c'est un arrêt complet des centres commerciaux en périphérie. Oui, mais qu'est-ce que vous faites des gens qui y travaillent? Parce que là, depuis un moment, on parle de gens, mais qu'est-ce que vous faites des gens qui y travaillent? Comment on opère la transformation? Comment on leur dit du jour au lendemain? Parce que comme vous voulez... Non, mais quand je dis un arrêt, c'est un arrêt des nouvelles constructions des centres commerciaux. D'accord, je croyais que c'était un arrêt aujourd'hui. C'est un arrêt des nouvelles constructions. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu majeur en France qui est d'arrêter la bétonisation. On est un des pays qui avons un rythme de bétonisation parmi les plus élevés d'Europe. Donc, ça n'est pas un moratoire, c'est affirmer dès aujourd'hui qu'il n'y aura plus de construction en périphérie des villes, de centres commerciaux, autant que de hangars et d'entrepôts Amazon, parce que ça n'est pas le modèle de société, ça n'est pas le modèle économique que nous souhaitons. Le nucléaire, c'est évidemment une question, c'est évidemment la grande question en France sur l'énergie. Vous dites, Sandrine Rousseau, il faut en sortir le plus rapidement possible. Alors, c'est quand, précisément quand même? Ça veut dire comment vous datez précisément? Et puis, si j'habite à Chinon, à Flamanville, dans d'autres villes où il y a des centrales nucléaires, qu'est-ce que je deviens? Alors, la sortie du nucléaire, je me fonde sur plusieurs scénarios qui ont été proposés, notamment par l'ADEME ou par Negawatt, et qui proposent une sortie du nucléaire d'ici 2050 au maximum, et en 2050, un mix énergétique complètement donc 26 ans. Renouvelable. Oui. L'enjeu qu'il y a, c'est en fait la prolongation de certains réacteurs. C'est pour ça qu'on en parle autant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certains réacteurs que l'on doit prolonger parce que les réacteurs arrivent en fin de vie. Et donc, c'est une décision cruciale que l'on a à prendre. Est-ce que l'on met de l'argent dans la prolongation des réacteurs ou est-ce qu'au contraire, on arrête le nucléaire? Moi, je vous dis, aujourd'hui, on doit arrêter le nucléaire. Parce que dès lors que vous continuez et que vous poursuivez des centrales en fin de vie, eh bien, vous ne pouvez pas entrer ni dans une sobriété énergétique, ni dans vous n'utilisez pas l'argent que vous mettez dans la prolongation des centrales dans le développement du mix énergétique. Mais ça, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde le nucléaire uniquement au regard du CO2 que ça émet dans l'atmosphère et que ça en émet moins que d'autres énergies. Mais le nucléaire, ce sont aussi des déchets. Ce sont aussi des centrales qu'aujourd'hui, on ne sait pas démanteler. Et pour répondre à votre question sur Cherbourg, aujourd'hui, le démantèlement des centrales est une source d'emploi. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, moi, je voudrais qu'il y ait une filière d'excellence de démantèlement des centrales nucléaires en France, puisqu'on a ce génie nucléaire que l'on a développé depuis maintenant 50 ans. Eh bien, développons aussi ce génie du démantèlement, puisque une grande partie des centrales d'Europe vont devoir être démantelées. 220 000 emplois directs ou indirects liés à la filière nucléaire. Vous, c'est dans 15 ou 20 ans, donc vous êtes d'accord à peu près sur les délais ou il y a une autre méthode pour sortir du nucléaire? La méthode pour sortir du nucléaire, c'est d'investir massivement sur les économies d'énergie et notamment investir massivement sur la rénovation de nos bâtiments. Ce que je propose dans mon programme, c'est 10 milliards d'euros par an sur la rénovation thermique de nos bâtiments et de prendre en charge à 100% pour les 2 millions de familles qui sont à la fois en précarité énergétique et qui vivent dans des passoires énergétiques. Qu'est-ce qui se passe quand on vit dans une passoire énergétique? C'est les enfants qui sont malades plus souvent que les autres. C'est l'inconfort parce qu'on a très froid l'hiver, on peut avoir très chaud l'été, c'est parfois insalubre. Donc on baisse la consommation d'énergie, d'accord? On baisse la consommation, et ça peut aller jusqu'à 500-600 € d'économie par an. Donc ça, c'est pris en charge pour ces familles-là, c'est pris en charge à 100%. Donc les économies d'énergie, et notamment en France, on est un des pays, ou le pays européen, où on a le plus de chauffage électrique.
Donc investir sur les économies d'énergie, c'est baisser notre consommation d'électricité. Et puis on déploie les énergies renouvelables. OK, mais comment on sort du nucléaire et comment on reconvertit les emplois, 220 000 emplois? À partir du moment où vous baissez votre consommation d'énergie, il va y avoir d'autres augmentations de la consommation électrique, notamment l'électrification d'une partie du parc automobile. Bon, voilà. Mais si on réduit notre consommation dans le bâtiment, si on déploie les énergies renouvelables, eh ben, on peut, de manière extrêmement responsable et rapide, fermer les centrales nucléaires les unes après les autres. Ce qui est important, c'est l'anticipation, c'est le signal, c'est le cap qui est fixé. Pourquoi ça s'est mal passé au niveau de Fessenheim? Parce que pendant longtemps, EDF est resté totalement sûr, on ne fermera pas, on ne fermera pas, on ne fermera pas. Alors que les écologistes, notamment en Alsace, ont toujours proposé un plan d'évolution, un plan de sécurisation professionnelle, un plan de conversion industrielle. Si on arrive à faire ça, l'Allemagne le fait, ça ne l'empêche pas d'engager la sortie du charbon. On crée beaucoup plus d'emplois dans les énergies renouvelables. Pour un emploi dans le nucléaire, on a 3 emplois dans les énergies renouvelables. Et on a des énergies renouvelables aujourd'hui qui sont, quand on regarde le nucléaire qui va être construit à Flamanville, 20 milliards un réacteur, 17 milliards de surcoût. Personne n'est responsable. Vous avez vu un responsable de 17 milliards de surcoût venir à la télé ou devant un jury ou un tribunal ou une mission d'enquête s'expliquer? Personne. Eh bien, les énergies renouvelables sont beaucoup moins chères. C'est des énergies sur nos territoires et c'est des énergies qui créent plus d'emplois. Notre nouveau thème, le bien-être animal, c'est une question qui est vraiment un peu au centre et qui intéresse tous les Français. Yannick Jadot, vous proposez la création d'un ministre du bien-être animal. Ouais. Vous voulez aussi interdire l'élevage en cage et les élevages d'animaux à fourrure. C'est quoi ce ministère? Quel est son périmètre? De quelle façon il va agir? De quelle façon il va intervenir? Il y a beaucoup de sujets qui sont liés au bien-être animal. C'est évidemment la question de l'élevage industriel, on en a parlé. Il faut en sortir, c'est abominable. L'élevage qu'il faut immédiatement arrêter, vous savez, c'est cet élevage qu'on ne voit qu'à travers les vidéos d'L214. Quand vous baladez à la campagne, c'est jamais les élevages que vous voyez que les bâtiments. Donc il faut arrêter ces élevages-là, y compris parce que les éleveurs, le plus souvent qui travaillent dans cet élevage industriel, sont des éleveurs très mal rémunérés. Et on les nourrit avec du soja qui vient détruire l'Amazonie. Franchement, c'est perdant, perdant, perdant. Donc, il nous faut interdire la construction de ces élevages industriels. Il nous faut interdire les élevages en cage. Vous savez quelle est la place d'une poule dans son élevage en cage? C'est ça. C'est ça, et vous rajoutez une carte postale. Toute sa vie, elle va pondre dans une cage comme ça. Donc, il faut arrêter. Donc, c'est l'élevage industriel. C'est évidemment la chasse. Quand vous avez un président de la République qui est prêt à sacrifier 113 500 oiseaux protégés par la loi parce que menacés de disparition, pour les sacrifier à un lobby cruel, eh bien c'est ça aussi. C'est sortir des chasses traditionnelles, sortir progressivement de la chasse. C'est évidemment les animaux de compagnie, leur donner des droits. On a vu cet été, avec le Covid, beaucoup de familles avaient adopté des animaux. Ils les ont foutus sur l'autoroute parce que ça ne leur satisfaisait plus. Eh bien, il faut arrêter tout ça. Et ce ministre-là, cette ministre-là, aura la responsabilité sur le transport des animaux, sur les abattoirs, sur les dauphins. 2000 dauphins qui se sont échoués sur nos plages en Atlantique du fait des prises accessoires de la pêche. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut arrêter. Sandrine Rousseau, vous êtes pour un renforcement du statut juridique des animaux, oui. La reconnaissance des animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Donc, du coup, il y a une différence entre vos deux approches ou pas? Alors, elles se rejoignent sur le fait que moi aussi, je veux sortir de l'élevage industriel. Je veux aussi réformer le transport, les conditions d'abattage aussi dans les abattoirs, parce que les abattoirs, les hommes comme les animaux, ils sont quand même extrêmement maltraités. Et puis, il y a évidemment aussi quelque chose autour de la recherche, parce qu'aujourd'hui, les conditions éthiques d'utilisation des animaux dans la recherche ne sont pas satisfaisantes et qu'il faut aller vers une fin de l'expérimentation animale dans la recherche. Et je dis ça en étant chercheuse, et je dis ça en sachant que mes collègues chercheurs, notamment en biologie animale, vont sans doute, et en santé, vont sans doute regarder ça de manière assez difficile. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, et d'ailleurs, on a limité le nombre d'animaux qui sont utilisés dans les laboratoires de recherche, mais il va falloir aller au-delà des
mesures actuelles. Ce que je voulais dire et ce que je veux dire par le statut juridique, c'est que, en fait, aujourd'hui, la nature n'a pas de statut dans notre code civil et dans notre droit pénal. On a certes un écocide, mais qui a été tellement affaibli qu'un écocide, ça n'a pas de sens si on le garde comme ça. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on trouve les moyens juridiques, et il y a Valérie Cabane qui travaille dessus et qui fait des propositions extrêmement intéressantes, les voies juridiques pour reconnaître à la nature un statut juridique, que ce soit des écosystèmes complets ou que ce soit une personnification juridique des animaux. En l'occurrence, ça s'est fait dans l'histoire de France. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les animaux avaient une personnalité juridique. Et quelles conséquences, par exemple, juste en un mot, quelles conséquences on ne va pas retourner au Moyen-Âge, mais l'idée, c'était que les animaux pouvaient avoir des procès contre les hommes, les humains contre les animaux, et qu'il y avait des avocats commis d'office pour les animaux. Alors, on ne va pas revenir ici, mais en tous les cas, reconnaître aux animaux une sensibilité, des capacités cognitives et des capacités d'adaptation, c'est aussi nous reconnaître, nous, parmi le vivant. C'est nous reconnaître un parmi le vivant. Et ça n'est pas faire de distinction qui, aujourd'hui, est bien trop importante entre les hommes d'un côté, les humains d'un côté, et tout le reste des êtres vivants. Et nous n'avons, je le répète, parce qu'après une année et demie de Covid, nous n'avons qu'une seule santé. Et donc, nous n'avons qu'une seule planète, nous n'avons qu'un seul écosystème global. Et donc, nous ne sommes pas au-dessus, nous ne sommes pas différents d'autres êtres vivants dans notre biologie. Donc il faut juste reconnaître à ces animaux la capacité aussi à pouvoir être protégés au nom de notre droit. Merci. Il n'y a plus de différence. Et on est à peu près... Vous savez, il y a un projet des écologistes. Oui. Il y a un projet qui existe. Alors on peut avoir des différences sur les étapes. Mais vous êtes assez d'accord. Mais il y a un projet des écologistes, y compris, ça regroupe des forces politiques. On s'est engagé à défendre ce projet écologiste pendant l'élection présidentielle. Donc, si vous voulez, la base, elle est forcément commune. C'est quand même une bonne nouvelle. Comment on opère cette transformation que vous souhaitez tous les deux? Comment on opère cette transition écologique? On va parler du travail, de la fiscalité, mais d'abord, quel rôle pour les entreprises? Yannick Jadot, vous avez dit que de nombreuses entreprises sont en train de prendre le tournant de la sobriété dans le domaine de l'énergie et des matières premières. Donc, OK, confiance dans les entreprises, pas de problème, confiance aveugle, elles y vont, on est content. Là, vous caricaturez ma position, mais c'est une façon de lancer le sujet qui me permet de répondre un peu de manière un peu forte. Ah bah c'est ce que fait le gouvernement. C'est ce que font les gouvernements de nature libérale, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup d'argent dans l'économie, mais sans aucune conditionnalité. Sans aucune conditionnalité. Vous vous rendez compte, par exemple, dans les études, attendez, dans les études qui sont faites là sur la baisse des impôts de production, sur laquelle je veux revenir, les 10 milliards par an de baisse des impôts de production. Ça bénéficie à des entreprises qui émettent 25% de plus de CO2 que la moyenne des entreprises. C'est-à-dire qu'on finance avec de l'argent public des entreprises qui sont plus polluantes que la moyenne. C'est là-dessus qu'il faut totalement revenir. Donc vous avez des entreprises, j'ai parlé d'une entreprise hier, Cycleterre, qui est dans le champ de l'économie. Donc vous choisissez... Dans le champ de l'économie sociale et solidaire, vous avez des entreprises à mission qui sont en train, avec leurs salariés, d'intégrer la question climatique, d'intégrer la question sociale ou d'autres sujets. Et puis, vous avez des entreprises qui ne demandent qu'à évoluer. Prenons un exemple. Non, mais c'est important de donner des exemples. Ferropem, entreprise qui fait en France du silicium avec des usines. Le silicium, on en a besoin pour les panneaux photovoltaïques, on en a besoin pour les batteries électriques, on en a besoin pour des aciers haute performance qui sont des aciers beaucoup plus légers. Parce que le repreneur, le propriétaire est quand même à moitié un brigand, c'est des usines fermes. Vous savez d'où on va faire venir le silicium? On va le faire venir, ce silicium, de Chine, du Xinjiang, où les Ouïghours sont en travail forcé. Eh bien moi, je propose, pour ce type d'entreprise, si les propriétaires privés ne font pas le boulot, une nationalisation temporaire de ces entreprises pour s'assurer qu'elles rentrent dans notre politique industrielle. Mais je l'ai dit, pas 1 euro d'argent public aux entreprises qui ne soit pas conditionné au climat, qui ne soit pas conditionné à la santé au travail, qui ne soit pas conditionné à la revalorisation des salaires aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises et à l'égalité femmes-hommes.
Non, ça fait beaucoup pour 1 euro de conditions. Je suis curieuse de savoir comment on va conditionner l'euro à tout ça. Mais sur les entreprises, sur les entreprises, il y a un enjeu. Il y a un enjeu extrêmement. Oui, mais tu l'expliqueras juste après. Tu me laisses finir. Sur les entreprises, il y a un enjeu extrêmement important qui est de faire un plan d'accompagnement de la transformation, de la transition avec les entreprises. Et ce plan d'accompagnement, c'est pour les accompagner sur la modification de leur process de production. C'est pour les accompagner dans les mutations qu'ils ont et qu'elles ont à faire. Et c'est aussi pour les accompagner dans la diminution du temps de travail, mais j'y reviendrai. Et c'est pour ça que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on déplace en fait la fiscalité sur les entreprises d'une fiscalité d'impôt sur les sociétés et sur le travail vers le CO2. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le CO2, encore une fois, est largement gratuit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est pour ça qu'en tant qu'économiste, je vous dis, il va falloir donner un prix parce qu'on sait bien que quand il n'y a pas de prix, on le gaspille. Et donc, il va falloir donner un prix. Et aujourd'hui, il y en a un, mais qui est extrêmement faible. Et donc, cette modification de la fiscalité des entreprises, ça permet 2 choses. Ça permet à la fois d'employer plus de personnes puisqu'on diminue les cotisations sur le travail. Et en même temps, ça permet de rendre cher ce qui nous met tous et toutes en danger. Et donc, ça oblige les entreprises à avoir des stratégies de diminution du carbone. Et par ailleurs, ça nous fait des recettes à nous ou que l'on peut redistribuer aux entreprises pour les accompagner dans les transformations qu'elles ont à faire. C'est cela que l'on doit faire. C'est-à-dire que l'on doit vraiment avoir un plan stratégique de modification en profondeur des process de production, du travail au sein des entreprises. Et pour cela, nous devons nous attaquer au cœur du sujet, c'est-à-dire la fiscalité et l'accompagnement, les subventions. Justement, la fiscalité, je rebondis, parce que ce matin, sur un site qui s'appelle Blast, Sandrine Rousseau a dit « Je n'entends pas Yannick Jadot dire qu'il va taxer les plus riches ». Bah, tu n'as pas très bien lu le programme. Tu l'as pas lu à fond, ni sur la conditionnalité de l'argent public, qui est quelque chose qui est très construit aujourd'hui. Il y a, y compris dans les entreprises, des rapports qu'on appelle de performance extra-financière. On peut parfaitement mettre en place, y compris par exemple, on a, vous savez, des entreprises aujourd'hui dans les secteurs de l'aide à domicile, du ménage, des métiers de bouche, dans les secteurs de la distribution, tout ça, qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent public, à travers les marchés publics, répondez à Sandrine Rousseau, vous dites qu'elle n'a pas lu votre programme. Et qui pourrait aujourd'hui, non pas, on peut la question, ce que fait Bruno Le Maire, de demander aux entreprises de revaloriser les salaires, non. À partir du moment où il y a de l'argent public, on peut imposer à ces entreprises une négociation par branche, une négociation sur la revalorisation des salaires, la revalorisation des statuts. Je vous parle de fiscalité parce que toute cette transformation écologique, elle coûte très très cher. Dans mon projet, tout le monde le dit, tous les économistes le disent. Donc où est-ce que vous trouvez l'argent? Soyons clairs. Sandrine Rousseau dit qu'il n'y a pas de taxation des riches parce qu'elle veut le faire. Dans mon projet, il y a la restauration d'un ISF. Ça a été une faute politique majeure de la part du président de la République de supprimer l'ISF comme de mettre en place, vous savez, ce qu'on appelle la flat tax, qui a baissé la fiscalité sur le capital. Nous revenons là-dessus, mais avec un ISF qui, à la fois, couvre beaucoup plus large, parce que dans l'ISF qui existait préalablement, feu Madame Bettencourt ne payait pas l'impôt sur les sociétés, puisqu'au fond, c'est son patrimoine de société. Mais moi, je reprends l'idée d'Éric Piolle, qui est l'ISF climatique. Parce qu'une bonne partie du patrimoine financier des personnes les plus riches contribue au dérèglement climatique. Quand vous mettez de l'argent, par exemple, à la BNP, qui continue à investir sur les énergies fossiles, vos placements financiers dérèglent le climat. Donc il faut intégrer l'empreinte carbone des plus riches dans cet ISF pour que ce soit un ISF de solidarité, de redistribution, mais aussi un ISF qui réoriente totalement la finance sur la sortie du carbone. Vous avez eu la réponse à votre question? L'ISF climatique, c'est une proposition d'Éric Piolle, et merci de l'avoir posée dans le débat d'ailleurs, à Éric Piolle, parce que c'était quelque chose d'important, mais ça vient de Greenpeace au départ. Et c'est quelque chose, en effet, qui porte sur le patrimoine. Et on a un gros sujet sur le patrimoine, puisqu'aujourd'hui, c'est l'essentiel des inégalités en France qui portent sur le patrimoine. Mais ça ne dit rien du revenu. Ça ne dit toujours rien du revenu. Est-ce que moi, je pense que
Aujourd'hui, on doit... Mais non, mais après, c'est un choix. Si tu poses la question sans regarder mon projet de dire ah bah Yannick si, ne parle pas la fiscalité des plus riches, je t'assure que j'ai tout lu. Je me permets de te conforter dans l'idée que, comme tous les écologistes, nous prévoyons le retour de l'ISF, la suppression de la flat tax, la mise en place d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Et ça, c'est le programme des écologistes. Et c'est dans mon programme aussi. Bah, ça n'est pas noté. Mais je suis heureuse de l'entendre parce que je pense que c'est absolument indispensable parce qu'en plus, l'empreinte écologique est très variable selon le revenu et donc il est très important qu'il y ait une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Et je suis très heureuse de t'entendre pour la première fois le dire et de t'entendre pour la première fois le lire. C'est pas bien de caricaturer comme ça, c'est pas grave. Ah, mais je vous invite à aller sur son site. Je vous invite à aller sur son site. Donc ce que vous dites, c'est que c'est déjà dans le programme des écologistes que vous endossez. De toute façon, et bien sûr. Et vous êtes d'accord pour proposer une tranche d'impôt supplémentaire sur les revenus. C'est absolument indispensable. Parce que, mais il y a quand même une question qui est posée par tous les économistes aussi, c'est une transformation qui va créer ce qu'on appelle un choc d'offres négatif. C'est ce que dit Jean Pisani-Ferry, l'économiste. Oui, on va avoir une baisse de la consommation, une baisse des salaires, parce que cette transformation, elle est très coûteuse. Donc quand même, vous allez imposer, vous allez taxer plus, mais on se demande où vous allez trouver l'argent. Ben aujourd'hui, il nous faut aller chercher l'argent sur des domaines qui ne sont pas encore suffisamment taxés et qui ne pèsent pas sur les ménages. Typiquement, par exemple, la taxe sur les transactions financières, on a faibli devant cette taxe sur les transactions financières. Et pourtant, aujourd'hui, il nous faut à la fois diminuer la spéculation et trouver des sources de financement différentes. C'est pour ça aussi que je vous dis que le carbone doit être fiscalisé. Juste sur l'impôt sur le revenu, votre tranche supplémentaire, elle est à combien, pardon? Parce qu'aujourd'hui, elle est à 80%. Aujourd'hui, elle est à 40% dans l'impôt sur le revenu. La dernière tranche. Mais ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'évidemment, là, on va parler d'impôt et les gens n'aiment pas l'impôt et donc tout le monde va avoir très peur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est dans un réchauffement climatique qui devient hors de contrôle. C'est-à-dire que là, si nous n'agissons pas de manière importante, alors ce qui est en jeu, c'est d'être en permanence soumis à des aléas climatiques, à du chaos climatique, et de ne pas assurer à nos enfants une planète qui soit vivable. Donc la question, en fait, fondamentale, c'est est-on prêts, nous qui sommes en responsabilité, nous qui avons aujourd'hui la possibilité de changer les choses, sommes-nous prêts à diminuer notre confort, à diminuer aussi nos revenus pour permettre à nos enfants de vivre dignement? Moi, je le dis, oui, je serai parmi celles qui perdront dans la transformation écologique, mais je le dis parce que j'ai 3 enfants. Oui, je veux le faire. Et je veux qu'on me demande de le faire. Parce que précisément, sinon, on ne sera pas à la hauteur de nos responsabilités et on laissera, certes, on aura poursuivi notre mode de vie. On n'aura rien changé et on n'aura pas de débat sur l'impôt. Mais par contre, on laissera une planète à nos enfants qui sera juste invivable. Vous êtes d'accord ? J'ai proposé dans mon projet un plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an. C'est tout à fait finançable, c'est 2% du PIB. Et aujourd'hui, ce que disent tous les économistes, c'est qu'on n'a pas de problème de financement de la dette. Il y a 20 ans, on avait 60% de dette par rapport au PIB. Ça nous coûtait 3% de notre budget par an. Aujourd'hui, on a 2 fois plus de dette, ça nous coûte 2 fois moins cher. Oui. On peut refinancer à zéro. Et quand on est face au dérèglement climatique, quand on est face à l'effondrement de la biodiversité, quand on voit que l'école... Donc on emprunte plutôt. On voit que l'école, le moment est à l'investissement. On peut parfaitement, dans le cadre européen, avec la Banque centrale européenne, on peut, par obligation verte, à très long terme, on peut financer. Mais c'est aussi sortir des niches fiscales qu'il y a dans le budget, près de 10 milliards. C'est utiliser l'argent de la PAC, c'est la taxe sur les transactions financières, les taxes sur le numérique, les taxes sur le plastique qu'on est en train de mettre en place au niveau européen, qui vont nous permettre. Mais faisons attention, quand l'école est à l'os, quand l'hôpital, le commissariat, le tribunal sont à l'os, et qu'on voit que c'est Zemmour qui devient le phénomène politique de notre société et qu'on se prend des chocs climatiques matin, midi et soir, l'enjeu, c'est de transformer notre économie et c'est de réparer la société. C'est la priorité absolue. Sauf que les économistes disent que c'est 50 milliards par an.
et que c'est 50 milliards par an, probablement jusqu'à 2050, et que c'est 50 milliards par an minimum. Ça veut donc dire que chaque année, tu fais de l'emprunt de 50 milliards de plus? Mais non, parce que j'ai expliqué qu'il y avait à la fois on sort des niches fiscales, à partir du moment où on investit, par exemple, dans la prévention en matière de santé. L'enjeu pour la santé, moi c'est pour ça que je suis pour un grand ministère santé, environnement, alimentation, pour qu'on soit moins sur le soin, mais sur la prévention de la maladie. On a des dépenses de santé qui sont gigantesques, qui sont liées aux maladies chroniques, pollution de l'air, malbouffe, et ça touche les plus précaires de chez nous. Si on intervient sur ces facteurs de maladie, eh bien, on fait d'incroyables économies en matière de santé. Satisfaite? Non, mais moi, je vous le dis, je pense qu'il faut du protectionnisme, par exemple. Je pense qu'il faut une taxe aux frontières. Je pense qu'on doit relocaliser l'économie et que pour cela, eh bien, il nous faut aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'on sorte d'une forme de libre-échange. Et la taxe aux frontières, c'est une manière aussi de financer la transformation écologique. Ça, c'est dans le cadre européen? Attendez, pardon. Dans le cadre européen? Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est déjà en partie européenne. Une taxe aux frontières européenne. Je suis le rapporteur sur la taxe carbone aux frontières du Parlement européen. Oui, et Damien Carême, qui est là, est aussi rapporteur. Donc vous êtes d'accord là-dessus? Mais non, mais je ne sais pas si on est d'accord, parce que moi, je ne finance pas tout par la dette. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il y a une forme de solidarité nationale à avoir, bien sûr. Bien sûr. Alors voilà. Et juste pour les frontières, c'est évidemment de stopper le dumping climatique, de réindustrialiser, de relocaliser. Mais c'est aussi le dumping social. Moi, je suis pour qu'on interdise d'entrer sur le marché européen les produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. Ce n'est pas du protectionnisme, nous contre eux. C'est la protection des salariés ici, c'est la protection des salariés là-bas, c'est essentiel. On va donner la parole à Loopsider, notre partenaire. Bonsoir Nesrine Slaoui. Loopsider, c'est un site avec une communauté très engagée sur les questions environnementales, sur les questions écologiques. À vous, Nesrine, vous avez 3 questions pour nos candidats. Peut-être qu'on peut commencer par Sandrine Rousseau. Bien sûr, bonsoir déjà à tous les deux. La première question, vous avez parlé tout à l'heure de la pêche à but commercial. Là, c'est la pêche de loisirs. Est-ce que vous comptez interdire tout simplement la pêche de loisirs? C'est une des questions d'un abonné sur Instagram. Non, je ne compte pas interdire la pêche de loisirs. Après, c'est toujours pareil, c'est comme la chasse, c'est-à-dire qu'il y a une régulation à avoir, mais non, pas d'interdiction de la pêche de loisirs. Et du coup, vous, monsieur... Il y a beaucoup d'associations de pêche qui sont les premières défenseurs de la qualité des rivières. Et donc, cette pêche récréative, elle fait sens. Il y a sur certaines espèces, il ne faut pas se le cacher, si on prend la question du bar ou d'autres espèces, c'est quasiment autant que la pêche commerciale. Hein. Et donc, il y a un sujet de gestion des ressources et des stocks. Une question pour Yannick Jadot, puis Sandrine Rousseau. Vous avez dit justement que notre communauté est très engagée, très jeune, et notamment très engagée sur les questions de genre. Donc les 2 questions qui suivent sont des questions liées au genre. Je vais vous poser la première. Donc que proposez-vous concrètement pour faciliter les parcours de transition des personnes transgenres? On a une transphobie dans ce pays, comme ailleurs, qui crée des situations absolument dramatiques pour les personnes trans. On a eu quasiment il y a 1 an à Lille, une femme trans jeune, qui s'est suicidée du fait de cette transphobie, du fait de cette pression. Donc il faut énormément faciliter, par exemple, les changements d'état civil. C'est une évidence. Aujourd'hui, on a une forme de juridicialisation du changement d'état civil qui met les personnes dans un état de stress, de violence vis-à-vis des démarches administratives qui est scandaleux. Il faut ouvrir la PMA, évidemment, aux personnes trans. Et donc, il y a tout un sujet dans l'éducation sur la question des genres, sur la question des sexualités, sur la question des femmes qui doivent imprégner les programmes de l'éducation nationale pour éviter ces violences. Et j'ajoute le remboursement des soins pour exercer la transition jusqu'au bout. Il y a une des demandes des associations, notamment une que nous avons nous interrogée chez Loopsider, c'est d'en finir avec je vais le dire plus facilement. Pour l'instant, ils considèrent que les transidentités sont considérées comme des pathologies, et c'est une de leurs demandes principales, c'est la fin de ça, et notamment le fait de ne plus recourir à un psy pour reconnaître cette transidentité. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendrez si vous êtes élu président et présidente?
Oui. Sandrine Rousseau, oui. Dernière question. Donc une question qui... À Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau. Commencez. Non, j'essaie d'alterner. En plus, vous vous décrivez comme écoféministe, donc la question va sûrement vous parler. En France, il y a à peu près 220 000 femmes qui se disent victimes de violences conjugales ou de violences dans le cadre de leur couple par an. Quelles sont concrètement, mais vraiment concrètement, les mesures et les moyens que vous allouerez à la lutte contre ces violences faites aux femmes? C'est très simple, c'est déjà développer et multiplier par 10 le nombre de logements pour les accueillir et le nombre de logements sécurisés pour les accueillir. C'est accueillir leurs plaintes, c'est faire en sorte qu'elles soient accompagnées dans leur parcours pour être mises en sécurité. C'est éloigner le conjoint violent autant qu'il est possible de le faire. C'est prendre des mesures de justice très rapidement. C'est faire en sorte aussi qu'il y ait une police et une justice dédiées aux violences faites aux femmes, comme ça a été fait par exemple en Espagne. Et surtout, condamner les hommes qui sont violents. Parce qu'on en parle peu, mais aujourd'hui, peu d'hommes sont condamnés pour violences conjugales. Et quand ils sont condamnés, les peines sont souvent du sursis ou du bracelet donc, changer électronique. La loi là-dessus. Et donc, il faut absolument... Non, il n'y a pas besoin forcément de changer la loi. Il y a juste besoin de reconnaître ces violences comme étant des atteintes à la santé et à la vie de ces femmes. Et ce dont on ne parle pas non plus, c'est l'accompagnement des enfants dans les violences conjugales. Parce que souvent, ils sont dans les foyers et ils subissent ces violences autant que leur maman. Et ils ne sont pas accompagnés. Aujourd'hui, on n'a pas d'accompagnement psy des femmes, par exemple, victimes de violences. Ça n'est pas pris en charge. Donc, évidemment, il nous faut mettre en place une véritable politique de lutte contre les violences. Totale, complète. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus qu'aujourd'hui? Parce que vous avez donné un certain nombre de mesures, mais il y en a quelques-unes qui existent. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs que les féminicides ne diminuent quasiment pas et on voit bien que malgré des plaintes, en fait, on ne croit toujours pas les femmes et on ne les protège toujours pas. Il y a quand même des mesures qui existent et qui ont été prises, mais j'avais envie de savoir qu'est-ce qui était de plus, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus qu'en mesures législatives, en protection. Vous avez dit 10 fois plus de logements, par exemple. Et 1 milliard d'euros sur la protection des femmes dans le cadre d'un ministère d'égalité femmes-hommes. 1 milliard d'euros, c'est le minimum. C'est le minimum. Et on a le droit à ça. On a le droit à ça. Je veux dire, les femmes subissent des violences depuis des années, depuis des centaines d'années. Et c'est comme si ça n'existait pas. C'est que les féminicides commencent juste à être reconnus comme étant un crime spécifique lié à une discrimination. Depuis quand? Depuis combien de temps les femmes meurent sous les coups et par la violence de leur conjoint? Il est temps de changer ça. Merci beaucoup Nesrine Slaoui, merci. À vous. Merci pour vos réponses. Je voudrais vous poser 2 petites questions de politique étrangère, mais très rapidement, pour avoir des réponses brèves. Sandrine Rousseau, dans l'affaire des sous-marins, vous auriez fait la même chose qu'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Déjà, les sous-marins, c'est une affaire qui concerne uniquement la France et qui ne concerne pas l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la France, en tant que France, qui vend des sous-marins à l'Australie. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'Australie et les États-Unis ont finalement... pas mal de facilité à rompre un contrat. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on voit bien que quand la France il aurait fallu que ce soit toute l'Europe. Quand il n'y a pas de stratégie d'industrie de l'armement en Europe, et bien on voit finalement que c'est la France toute seule qui va vendre ses sous-marins. On ne sait pas d'ailleurs à qui on vend les armes, ni vraiment comment et quels sont les critères au nom desquels on les vend. Mais en tous les cas, là, on les a vendus et seuls. Et donc, il y a eu une dénonciation de ce contrat. Mais surtout, ce qui est absolument incroyable, c'est que aujourd'hui, on n'a pas les moyens, manifestement, de contrer une politique étrangère américaine, qui soit unilatérale, qui soit Qu'est-ce qu'il faut faire alors de décisions comme ça brutales contre des alliés au sein de l'OTAN, et que ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisque la sortie de l'Afghanistan était déjà un échec de l'OTAN, et les partenaires n'avaient pas été consultés suffisamment. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est déjà avoir une politique européenne de défense. Et pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir une politique de vente des armes? Alors moi je voudrais qu'on sorte de la vente des armes, mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir une politique de vente des armes coordonnée au niveau européen? Parce que les critères de vente d'armes ne sont pas les mêmes en Allemagne qu'en France, par exemple.
Et ça, c'est un débat démocratique que l'on doit avoir. Au nom de quoi on vend des sous-marins à qui ? Au nom de quoi on vend des armes à qui ? Eh bien, moi, je trouve que, et je porterai le fait qu'il y ait un débat démocratique et qu'il y ait une Europe de la défense. Et Emmanuel Macron, à vouloir être trop napoléonien et à vendre ses armes seul, eh bien, en fait, se retrouve aussi isolé dans la contestation. Et c'est cela qui ne va pas aujourd'hui. Un mot, bon, vous avez mené la liste européenne, on connaît je dirais vos positions sur l'Europe, et j'imagine que vous êtes pour une défense européenne, parce que vous l'avez souvent dit, oui. Mais comme le temps passe et que je voudrais qu'on passe à d'autres sujets, j'ai une question précise sur la Chine, parce que vous en avez parlé souvent. Vous êtes président demain. Vous avez dénoncé à chaque fois que vous en avez parlé la Chine, qui ne respecte pas les accords de Paris sur la neutralité carbone, qui opprime les Ouïghours. Mais dont on dépend, par exemple, pour le lithium et pour un certain nombre de richesses des terres rares. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Xi Jinping et on lui dit salut, on vous connaît plus, Pékin et Paris, c'est fini? Non, c'est pas comme ça. Mais quand même, un mot sur l'affaire des sous-marins. Très rapide. Très rapide, parce que j'aurais le président Macron a eu raison de dénoncer l'attitude inacceptable de l'Australie et des États-Unis. On est face à une agressivité de la Chine dans la zone Pacifique qu'il faut collectivement gérer. Mais là où le président Macron a une faiblesse, qui a probablement joué aussi dans la dénonciation du contrat de l'Australie, c'est que quand Biden arrive au pouvoir, il n'a pas encore pris ses fonctions. Le président Macron, avec Angela Merkel, célébrait un accord d'investissement avec la Chine au moment où il y avait les camps de concentration des Ouïghours et la répression. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez être un partenaire fiable, il faut que vous ayez une politique qui soit fiable. Quand vous vous alliez avec la Chine, parce que vous considérez que 12 millions de Ouïghours, ça compte moins que 12 millions de voitures allemandes, vous n'êtes pas fiable du point de vue géopolitique. Quand vous construisez, une politique de défense... Soyez clair. Vous faites quoi? Vous arrivez à l'Élysée, vous avez un ministre des Affaires étrangères, vous lui dites on rompt les relations avec la Chine. Non, on ne rompt pas les négociations avec la Chine. La question, ce n'est pas de rompre les négociations, c'est de faire en sorte que le commerce que nous avons avec la Chine est un commerce qui respecte nos normes. Je l'ai dit sur la liberté syndicale, je l'ai dit sur les droits de l'homme. Il n'est pas question d'avoir un accord d'investissement avec la Chine. Ce n'est pas parce qu'on va vendre des voitures allemandes en Chine qu'on doit supporter le massacre des Ouïghours. Ça, c'est totalement inacceptable. Et sur la politique de défense, parce que ce sont des sujets extrêmement importants, la politique de défense européenne. Quand le président Macron lui-même, quand il parle de la politique de défense européenne et qu'il reçoit Vladimir Poutine à Brégançon en lui déroulant le tapis rouge. Pareil, Vladimir Poutine, on ne lui parle pas non plus? Non, mais on discute. Vous critiquez, mais j'ai envie de savoir ce que vous feriez. Je dis qu'on discute avec ses dirigeants politiques, non pas à Brégançon ou à Versailles, en leur déroulant le tapis rouge, on discute avec eux dans le cadre européen, dans un cadre neutre européen. Et on met l'économie, parce que pour la Chine, on ne va pas aller envahir la Chine, on met l'économie au service de nos valeurs. Nos valeurs, c'est les libertés fondamentales, c'est la démocratie. Sandrine Rousseau. Et puis on a une autre politique européenne, notamment vis-à-vis des Balkans et notamment aussi vis-à-vis des ventes de points stratégiques en Europe, puisqu'on sait aujourd'hui que la Chine, via ses nouvelles routes de la soie, a acheté des ports et des sites importants en Europe pour pouvoir installer son commerce et faire en sorte qu'il y ait des bases avancées en Europe. Ça, on l'a laissé faire, c'est-à-dire que c'est la privatisation qui a permis d'acheter ces points stratégiques en Europe. Et donc c'est aussi là que l'Europe n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui n'a pas de diplomatie, l'Europe aujourd'hui n'a pas de politique de défense, mais l'Europe n'a pas non plus de protection de son patrimoine qui lui permettrait d'avoir une autonomie complète vis-à-vis de la Chine, comme des États-Unis, comme d'autres puissances. Donc vous rompez les relations avec la Chine, qu'est-ce qu'on fait alors? Mais je pense qu'il faut monter la pression avec la Chine, mais qu'il faut le monter au niveau européen, et qu'il faut être extrêmement vigilant à tous les investissements que font la Chine. Et on a un problème avec la Chine, notamment de dépendance vis-à-vis des terres rares. Bien sûr. Et que ça fait vrai. Et c'est une stratégie industrielle qui a été menée par la Chine depuis 30 ans et que l'on subit aujourd'hui, dont on est totalement dépendant. Voilà, les batteries électriques, le lithium, c'est la Chine. Mais une stratégie européenne et française de récupération des terres rares, de recyclage des terres rares quand c'est possible de le faire, ou d'investissement sur la capacité à aller nous-mêmes chercher des terres rares, c'est absolument indispensable.
Alors, merci à ceux qui nous rejoignent à cet instant. On va parler maintenant sécurité, immigration et aussi discrimination, bien sûr. Sandrine Rousseau, vous avez défilé notamment avec Assa Traoré, que vous avez soutenu en l'occurrence quand on a fait notre premier débat. Yannick Jadot, vous vous êtes rendu, vous, à la manifestation des policiers en mai dernier. J'ai la même question pour tous les deux. Est-ce que la police est raciste en France ? Je dis que la police doit réformer ses méthodes, et ses méthodes notamment dans les quartiers, parce que le contrôle au faciès aujourd'hui est un sujet de discrimination. Le contrôle au faciès aujourd'hui dans les quartiers de France est un sujet de discrimination. Quand je dis ça, je ne dis pas que chaque policier est raciste, je dis juste que les consignes qui leur sont données sont des consignes qui aggravent les discriminations dans la population française. C'est pour ça que moi, présidente, je voudrais que l'on arrête le contrôle, enfin je ferai en sorte que l'on arrête le contrôle au faciès dans les quartiers. Parce qu'il n'est pas normal que selon notre couleur de peau, nous n'ayons pas la même probabilité d'être contrôlés et d'avoir un contrôle d'identité dans la journée. Donc oui, il y a une réforme à faire pour assurer l'absence de discrimination dans le maintien de la paix. Yannick Jadot. C'est la suppression du contrôle au faciès, c'est une proposition. La police est-elle raciste ? Non. Il y a du racisme dans la police. Il y a des policiers racistes. Est-ce que la police est raciste ? Non. Il y a, si vous voulez, il y a des pratiques qui sont éminemment condamnables. Les violences sur les personnes sont insupportables, inacceptables. C'est pourquoi moi je propose que la police des polices, l'IGPN, soit évidemment sortie de son conflit d'intérêts en étant au ministère de l'Intérieur pour être mise chez la défenseuse des droits, pour qu'on ait une autorité indépendante sur les violences policières. Mais c'est plus profondément qu'il faut réformer le ministère de l'Intérieur. Moi, je souhaite qu'on transforme le ministère de l'Intérieur en ministère de la protection républicaine, qui soit concentré sur à la fois la proximité, qui soit concentré sur la prévention. Mais pour ça, il faut de la formation, il faut des effectifs, il faut des équipements. Si nous voulons que la police soit exemplaire, et il y a un impératif d'exemplarité de la police, il faut que l'État soit exemplaire vis-à-vis de la police, les forme, les mettre sur de la prévention plutôt que sur de la contravention en permanence, Sandrine Rousseau. Et faire en sorte, encore une fois, que l'encadrement, la stratégie de maintien de l'ordre soit pas une stratégie qui conduit à la violence, aux affrontements, mais soit une stratégie de pacification. Et je pense qu'il faut aussi affirmer un message qui est que la police doit répondre aux politiques parce que la police a la violence légitime de l'État. C'est le politique qui donne les consignes politiques à la police. Et les politiques n'ont jamais à être à l'arrière des manifestations de la police. Je le dis. C'est-à-dire que précisément parce qu'il y a une violence légitime et qu'elle doit être encadrée démocratiquement, que les élus doivent en encadrer les modalités d'application, eh bien précisément, on ne peut pas aller à l'arrière des manifestations. Par contre, ce que l'on doit faire, c'est... Donc vous lui reprochez d'avoir été à la manifestation, soyons clairs. C'est une différence, c'est tout. C'est assurer par contre le fait que les policiers soient non seulement bien formés, mais aussi qu'ils ne cumulent pas un nombre d'heures tout à fait incroyable, comme on a pu le voir dans les moments les plus tendus de notre société, de sorte qu'en fait, eh bien, par la fatigue et par des consignes d'encadrement des manifestations qui génèrent de la violence. Enfin, aujourd'hui, il faut quand même le dire. Par exemple, dans l'encadrement des manifestations, les policiers doivent diminuer le niveau de leurs armes. On doit interdire certaines armes dans les manifestations. On l'a vu avec les gilets jaunes. Il n'est pas normal qu'il y ait eu autant de blessures dans des manifestations de gilets jaunes. La Grande-Bretagne et l'Allemagne ont elles aussi des manifestations violentes. Il y a moins de débordements et il y a moins de blessures. C'est une stratégie politique à mener. Yannick Jadot, réponse. Il y a eu incontestablement, avec le quinquennat Macron, une rupture dans la tradition républicaine de maintien de l'ordre. Ça, c'est évident. C'est le maintien des LBD, c'est les grenades, c'est les systèmes de NAS qui... Et vous êtes allé à la manifestation ? Oui, je suis allé à la manifestation. Parce qu'il y avait beaucoup de policières et de policiers qui souhaitent avoir une police républicaine. Il faut se souvenir le point de départ de cette manifestation. C'est une policière et un policier qui avaient été assassinés. Et moi, je plie le genou pour George Floyd et je conteste et je critique, je dénonce et on veut changer les violences des policiers quand elles existent. Mais il faut aussi être aux côtés des policiers quand ils sont victimes de violences. Et quand je réponds à l'appel de la CGT, de la CFDT,
de l'UNSA, qui ne sont pas des syndicats factieux quand même dans notre pays. Que l'Alliance est un discours qui soit aujourd'hui proche de l'extrême droite, c'est le syndicat inadmissible vis-à-vis de la justice, c'est une évidence. Mais quand des policières et des policiers qui veulent bien faire leur travail disent « venez nous soutenir, ne nous laissez pas seuls avec l'extrême droite », parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a plus que l'extrême droite qui s'occupe des policières et des policiers, et bien dans ce moment-là, c'était pas confortable. Mais gouverner, ça n'est pas confortable. Et que mais quand gouverner, ça n'est pas manifester, pardon, mais pour le coup, alors là, je te renvoie à ce que tu m'as dit depuis le début. Parce que tu ne vas pas manifester. Tu ne vas jamais manifester. Mais pardon, mais là, on a quand même un enjeu. Gouverner, c'est pas. Gouverner, c'est pas faire République-Nation tous les samedis. On a un enjeu de garder la paix, et en l'occurrence, on a tellement... Parce que juste avant, il y avait eu aussi une tribune signée par des militaires qui voulaient faire sédition. Et ça, je trouve que dans le climat dans lequel on était, l'importance de réaffirmer le rôle de la démocratie, des élus du peuple, qui doivent absolument encadrer toute violence légitime de l'État, parce que c'est notre rôle. Mais là, c'était des policiers qui avaient été assassinés. Mais évidemment, et j'ai rendu hommage moi-même à la famille des policiers qui ont été assassinés. Moi, j'ai des en l'occurrence, policières... il y avait... Reconnais aussi que dans cette manifestation, tu n'étais pas tout seul et qu'il y avait d'autres... Il y avait aussi Delphine Bateau. Hein. Oui, mais c'est pas à elle que je pensais. Non, mais d'accord. Il y avait aussi Delphine Bateau, je m'en souviens. C'était pas une manifestation confortable. Mais encore une fois, des policières et des policiers sont venus me voir en disant « on ne supporte pas le racisme dans la police, on ne supporte pas les violences policières, on aimerait être formés, on aimerait pouvoir faire de la prévention, on aimerait être au plus proche des femmes et des hommes qui sont en difficulté dans ce pays et que nous laissez pas seuls avec Zemmour, nous laissez pas seuls avec le Rassemblement national, nous laissez pas seuls avec la manipulation de Darmanin. » J'ai considéré qu'à ce moment-là, mon rôle politique, c'était d'être à côté de ces policières et de ces policiers exemplaires. Moi, mon rôle politique, c'est de les recevoir, ces gens-là, mais en dehors de la manifestation. Tu les as reçus ? Oui, je les ai contactés. D'accord. Alors, autre sujet, les discriminations. Sandrine Rousseau, on vous présente, vous me direz si ça vous convient ou pas, hein, je prends de la distance, mais enfin, on vous présente comme une candidate woke. La définition de woke, c'est éveiller, c'est un mouvement aux États-Unis, éveiller aux injustices sociales et raciales, comme une lecture du monde sous l'angle de la défense des minorités. Est-ce que vous acceptez cette définition, vous l'endossez ou pas du tout? Et est-ce que c'est votre grille de lecture à tous les deux ou pas Non, mais woke, c'est en effet être éveillé aux injustices sociales et raciales et économiques. Mais évidemment qu'il faut être éveillé aux injustices sociales, économiques et raciales. Et c'est bien dommage qu'on ne le soit pas davantage éveillé aux injustices économiques, raciales, sexistes, etc. Évidemment que l'on doit être en éveil complet, parce que nous devons faire société. Et que l'égalité aujourd'hui est une promesse qui est en partie non remplie en France. Et ça n'est pas négociable, en fait, à l'aune de la transformation écologique que nous devons mener, puisque cette transformation écologique, eh bien, c'est une transformation de société. C'est aussi une autre manière de faire société, et c'est l'occasion de travailler sur une structure de la société qui nous conduit autant dans le mur que la structure de l'économie ou la structure de notre système de consommation. Donc, aujourd'hui, autant pour protéger la planète que pour protéger les êtres humains qui sont dans cette société, nous devons en revoir la structure. Et la question des discriminations n'est pas un sujet qui est suffisamment investi dans le champ politique pour ce qu'il devrait être. Ce sont des injustices qui sont inacceptables. Et Yannick Jadot, est-ce que vous souscrivez à cette grille de lecture? Est-ce qu'on est seulement défini par son genre, sa couleur de peau? Est-ce qu'on est une victime par essence et donc discriminée? Vous définissez, j'ai entendu, vous avez parlé de la République, le rassemblement, la République. Est-ce qu'il y a une différence entre vous deux sur cette question? Écoutez, je ne sais pas s'il y a une différence entre nous deux, mais il y a une situation, la réalité sont les discriminations. Considérer qu'on est déjà dans une République qui fait son boulot, qui est une et indivisible, qui ne fait pas la différence, qui garantit la citoyenneté pleine et entière à chacune et chacun dans notre pays, c'est faux. Ça, c'est l'idéal. Il faut aller vers l'idéal qui est l'universalisme. Mais à partir du moment où il y a des discriminations, il faut évidemment les dénoncer et les combattre. On ne peut pas être dans un... quand on regarde souvent les débats, ils sont totalement binaires, c'est ridicule. Il y a d'un côté, il y aurait les universalistes, et moi je me sens universaliste, évidemment, c'est mon idéal. Mais de l'autre côté, il y aurait des gens qui seraient intersectionnels, qui ne voudraient pas l'universalisme.
Mais les gens qui se battent pour dénoncer des réalités, évidemment, heureusement que cette parole existe, heureusement que ces combats existent. Et lutter contre les discriminations, c'est justement aller vers l'universalisme. C'est ça qui est important. C'est le trajet entre la réalité et l'idéal, c'est la responsabilité de la politique. Vous êtes d'accord? Parce que je vous reprends une des phrases que vous avez prononcées, qui vous a été rapportée. Je ne fais pas confiance aujourd'hui à des personnes politiques, en l'occurrence des hommes, qui n'ont pas déconstruit, qui n'ont pas traversé d'événements, qui les ont déstabilisés dans leur vie pour mener ce qu'on a mené. Pour le dire autrement, l'écologie, ce n'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes. Alors déjà, sur la première partie de la phrase et après sur la seconde. Sur la première partie je l'ai de lu la phrase, entièrement, je n'ai pas voulu la réduire. Sur la première partie de la phrase, oui, pour moi, typiquement, quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple, n'a pas déconstruit les discriminations. Et c'est un problème. Non, mais c'est un problème. Oui, mais c'est un problème. C'est-à-dire que la déconstruction, c'est une affaire qui, à un moment donné, nécessite de passer du temps, nécessite de la bonne volonté. Est-ce que ça dépend des hommes ou des femmes? Mais non, mais parce que là, vous parlez quand même. Mais non, mais n'importe qui peut être construit ou déconstruit. Là, vous parlez, c'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes. N'importe qui peut être construit, peut être déconstruit. La question, c'est que c'est une démarche personnelle à faire. Et ça demande du temps, ça demande des lectures, ça demande d'écouter les personnes qui disent être victimes de discrimination. Ça demande de les croire, ça demande de les accompagner, ça demande de voir avec elles ce qu'elles ont vécu. Et c'est une démarche qui demande du temps, qui demande une forme de volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun avoir. Et ça, elle n'est pas excluante, elle n'est pas... Non, elle n'est pas... Évidemment un repli sur chacune de ces différences. Évidemment que non. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon, voilà. Donc, la question, c'est vraiment une démarche personnelle. Et c'est en cela que je disais... déconstruit? Mais attendez, c'est comme ça que je disais que, oui, je ne fais pas confiance à des hommes ou des femmes politiques qui n'ont pas fait ce chemin-là. Parce que sinon, ils ne verront pas la réalité des discriminations aujourd'hui en France. Et on a besoin de cela pour mener de véritables politiques publiques. Est-ce que c'est un homme déconstruit? Est-ce que vous êtes un homme déconstruit? J'ai passé 2 ans au Bangladesh, j'étais beaucoup plus jeune, à travailler avec des femmes dans la misère, dans les bidonvilles, dans les campagnes, qui vivent sous un statut d'oppression absolue. Que ce soit du point de vue de leurs droits, du point de vue de leur capacité, ne serait-ce qu'à sortir de leur maison, avec des violences autour de la prostitution, des violences autour de la dot, avec des femmes défigurées. Donc vous avez appris la souffrance des femmes, j'ai bien compris. Donc, en travaillant 2 ans au Bangladesh, je pense que j'ai construit une réflexion et une pensée politique autour de ça. Après, je suis un homme. Je suis un homme blanc. Je suis de culture catholique. Je ne suis plus très croyant. Je suis hétérosexuel. Et pourtant, je me sens parfaitement légitime, comme parcelle de l'humanité, à être féministe, à être l'allié des féministes, à être antiraciste, à lutter contre l'antisémitisme, à lutter contre l'homophobie. Et je pense que c'est la force de la politique, mais c'est la force surtout de tout citoyen ou de toute citoyenne, d'être partie prenante, d'être autant, au fond, effaré, sidéré, et vouloir agir pour les Afghanes qui fuient le régime taliban. Il n'y a pas une manif pour les femmes afghanes, je ne sais pas moi. Si, bien sûr que si. Moi, j'ai participé à des manifestations pour accueillir les femmes afghanes, bien sûr. Il y a eu des manifestations. Non, mais d'ailleurs, les femmes afghanes ont un courage inouï, parce qu'il faut quand même dire que depuis l'évacuation, elles continuent à manifester tous les jours sur la place. Et que ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. Je voudrais vous poser 2 questions précises. En Grande-Bretagne, il y a un orchestre qui s'est séparé de 14 musiciens blancs pour, je cite, prioriser la diversité. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'est la bonne façon? Vous savez, c'est une compagnie d'opéra itinérante britannique qui a demandé à 14 de ses musiciens de quitter pour être remplacés par des représentants de la diversité. Ça a fait un peu un scandale, une question, une affaire au Royaume-Uni. Vous n'étiez pas au courant? Non, je n'ai pas suivi cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'en est pas là. Mais non, mais là, c'est vraiment... Pour moi, c'est prendre le débat par le petit bout de la lorgnette. En l'occurrence, oui, il faut qu'il y ait de la diversité partout, tout le temps. Oui.
Donc, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on fait? Mais on ne va pas virer des gens. Mais la question, c'est qu'au moment où on forme un orchestre, au moment où on crée je sais pas moi, une assemblée quelconque, au moment où on désigne les futurs députés d'une assemblée nationale, au moment où on désigne les futurs... Donc on ne déconstruit pas ce qui existe aujourd'hui, si je peux me permettre d'utiliser Mais ce mot. bien sûr, j'ai passé mon temps à déconstruire Ruth. Enfin là, par contre, le procès qui m'est fait depuis... je me prends une violence inouïe depuis plusieurs semaines, simplement parce que j'ose dire qu'aujourd'hui, dans la société, les discriminations ne sont plus acceptables. En quoi ce discours-là est-il considéré comme quelque chose d'inacceptable en France? Depuis quand a-t-on renoncé au mot qui est inscrit sur tous nos bâtiments publics qui s'appelle l'égalité? Depuis quand y a-t-on renoncé? Et depuis quand le revendiquer dans l'espace public génère-t-il autant de violence? La question, c'est celle-ci. Comment on l'assure, l'égalité? Et comment, dans la transformation écologique, on le fait? Comment on fait en sorte que, dès lors qu'on prend des mesures écologiques, on ait en permanence en tête le fait qu'il y ait des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont discriminées, et comment elles peuvent s'intégrer et comment elles peuvent ne pas subir ces transformations écologiques? C'est fondamental. Et c'est à l'aune de cela que l'on doit mener l'ensemble de nos politiques publiques. Voilà. C'est votre réponse à toutes ces attaques. C'est intéressant de le faire ce soir. Vous savez, par exemple, une façon de faire en Amérique latine, j'ai signé une tribune avec Paula Forteza, au Mexique notamment, il faut en sorte qu'il y ait la parité absolue, femmes-hommes, à l'Assemblée nationale, dans leur Parlement. Parce que vous mettez en place une proportionnelle et qu'à un moment donné, eh bien, vous garantissez non pas la parité sur les listes, ce qu'on a obtenu en France, mais la parité à la sortie. Réfléchir, je l'ai dit, on est évidemment pour des nouveaux indicateurs de richesse. Il y a eu la loi Eva-Sas pour intégrer l'empreinte écologique, pour intégrer l'éducation, tout ça. Bon, mais on peut parfaitement aujourd'hui, il y a des pays, le Canada, la Nouvelle-Zélande, des villes qui réfléchissent leur budget en fonction du genre. Pour s'assurer que, par exemple, l'effort qu'on fait en ce moment, qu'on devrait faire sur les salaires, notamment dans des secteurs qui sont extrêmement féminisés, eh ben, que les efforts soient plus importants dans ces secteurs-là. Vous n'avez pas vu, je ne sais pas si dans les Échos, j'ai vu une étude de l'APEC ce matin, qui dit qu'en 2020, la différence de salaire entre les hommes et les femmes a augmenté. Vous vous rendez compte? On est à rebours totalement de l'histoire. Et bien, imposer, comme en Islande par exemple, qu'une entreprise a la charge de la preuve d'expliquer les différences de salaire entre les femmes et les hommes, eh ben, je peux vous dire qu'en Islande, le rattrapage se fait très rapidement. Je veux rester sur les anecdotes. Je fais exprès parce que ça suscite des débats, des commentaires et d'une certaine façon... J'ai pas répondu sur l'homme blanc à vélo d'ailleurs. Pardon? J'ai pas répondu sur l'homme blanc à vélo d'ailleurs. Sur l'homme blanc, pardon, à vélo? Sur l'homme blanc à vélo. Si vous voulez le faire, allez-y. Eh bien, quand je parlais de l'homme blanc à vélo, je parlais d'une image d'Épinal de l'écologie et que précisément, pour moi, l'écologie est une écologie plurielle, une écologie forte, diverse, une écologie de femmes et d'hommes, une écologie de personnes qui n'ont pas de vélo, qui n'ont pas de capacité non plus à monter sur un vélo, autant que de personnes, d'hommes blancs qui prennent le vélo. Et c'est ça que je voulais dire par cette phrase-là. Et finalement, la provocation de cette phrase a suscité le débat autour de l'usage du vélo dans les villes et j'en suis très heureuse. Et aussi des hommes blancs. Donc voilà, c'était une explication et c'est très bien. Bon, je continue quand même là-dessus parce que quand le maire de Lyon, Grégory Doucet, a dévoilé en septembre, lors de la rentrée scolaire, des cours de récréation dégenrés, avec une absence de cages de foot remplacées par des bacs de copeaux en bois, il y a des enfants, des garçons et des filles qui ont dit « mais on a envie de jouer au foot, pourquoi il n'y a plus ? Pourquoi il n'y a plus de poteaux de foot ?» Oui, mais je vous pose la question parce que c'est de cela qu'on parle aussi autour d'une table. Et c'est normal qu'on vous pose ces questions et qu'on veut savoir ce que vous en pensez. Les cours de récréation sont un des premiers lieux d'inégalité. Et donc il faut faire ça. L'espace occupé par les filles et les garçons dans les cours de récréation n'est pas le même. Et quand il y a des jeux de balles, eh bien, très souvent, dans la plupart des cours de récréation, c'est essentiellement les petits garçons qui jouent au foot et les filles qui se mettent autour de la cour et qui ont un espace restreint. La cour de récréation, ça apprend finalement déjà une forme de hiérarchie dans les jeux et de hiérarchie dans l'espace. Et donc, il est très important de revoir nos cours de récréation en fonction d'une égalité. Et pour le coup, les pays du Nord ont fait énormément de travail sur, depuis la crèche jusqu'à l'université, comment les
lieux, comment l'urbanisme influence l'égalité ou les inégalités. Et non, ça n'est pas un petit sujet, en fait. Non, ça n'est pas un petit sujet. Et c'est un sujet... Parce que il y en a qui disent que ça serait bien juste que les filles fassent du foot, quoi, en fait. Oui, juste qu'on garde les poteaux de foot, mais qu'on dise aux filles de faire du foot. Mais c'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut le faire. Les filles, si elles veulent jouer, elles ne sont pas forcément obligées de choisir le sport qui est joué dans la cour. Si vous voulez, c'est qu'il faut répartir l'espace pour que chacun puisse s'y émanciper. C'est quand même ça, le sujet. Alors, aux deux, pour poursuivre sur ces sujets, une bonne partie des Français est d'accord pour accueillir les demandeurs d'asile afghans. En revanche, la question que je vous pose, et elle est dans les débats aujourd'hui en France, est-ce que vous êtes prêts, tous les deux, à accueillir les autres réfugiés, les autres migrants économiques, climatiques, qui peuvent vouloir venir en France? Est-ce que vous êtes pour les accueillir sans condition, aujourd'hui, demain? Sandrine Rousseau. Les migrations climatiques vont se développer et vont s'accentuer. Et on a Damien Carême, encore une fois, dans la salle, qui a fait un travail tout à fait incroyable d'accueil digne des personnes qui arrivaient dans sa commune de Grande-Synthe. Et je suis allée plusieurs fois visiter le camp de Grande-Synthe et voir tout l'investissement public qui a été mené. L'idée, évidemment, est d'accueillir les personnes qui sont en danger chez elles. Donc, et oui, on a perdu notre part d'humanité là-dessus. Ce que l'on fait subir aux personnes qui arrivent en France est indigne. Quand on voit que des coups de canif sont mis dans les tentes dès 5 heures du matin ou 6 heures du matin et que tous les jours on humilie des personnes simplement parce qu'elles sont arrivées jusqu'en France, quand on voit que le renouvellement des titres de séjour est un véritable parcours du combattant dans les préfectures parce qu'il faut faire des queues inimaginables. Vous me répondez à la question. Et je le dis, l'État doit prendre sa responsabilité non seulement pour les accueillir, mais pour les accueillir dignement, donc pas juste pour les accueillir. Tous les migrants qui taperaient à la porte de la France. Mais c'est une obligation internationale. Pourquoi c'est une obligation internationale? C'est parce qu'à un moment donné, l'enjeu, c'est de sauver des vies. C'est le seul sujet. On a déjà discuté dans le premier débat. C'est quoi l'alternative? C'est quoi l'alternative de ne pas accueillir une Afghane qui fuit le régime taliban? Alors, je parlais des autres, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe au niveau européen? Et c'est évidemment une politique européenne très très forte que nous devons engager. Parce qu'on voit bien que chacun se file la patate chaude et qu'à un moment donné, les réfugiés, les migrants se retrouvent dans le désert du Libye, persécutés. Donc, et on a 1000 personnes déjà mortes en Méditerranée cette année, 20 000 depuis 2014. C'est ça notre politique, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Donc effectivement, il y a un droit qui s'appelle le droit d'asile, on accueille les personnes. Merci beaucoup. On va accueillir tout de suite Sophie de Ravinel du Figaro. Merci de nous rejoindre. Et Adrien Gindre, TF1 LCI, pour compléter quelques questions et finalement faire une forme de droit de suite et avec Adrien de voir quelques questions politiques. Sophie de Ravinel. Absolument. Alors moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière dans l'émission. J'avais envie de vous... On vous a beaucoup entendu ces derniers temps, depuis très longtemps, depuis toujours, c'est votre discours constant, nous parler des limites que la crise de l'écologie impose, des limites de production, de consommation, d'exploitation. Et vous parlez aussi beaucoup des droits humains. Je me demandais, est-ce que vous mettez une limite ou non à l'augmentation des capacités du corps humain? Je serais curieuse de savoir si vous y mettez une limite et laquelle. Et est-ce que vous voyez là-dedans des nouveaux droits ou au contraire le risque d'une nouvelle industrie? Transhumanisme. Alors clairement sur le transhumanisme, je vois le risque d'une nouvelle industrie et je vois surtout le risque d'une modification du vivant. Après, la recherche là-dessus est importante, notamment pour gérer un certain nombre de handicaps, par exemple, et qui peut avoir des applications sur les personnes, sur des personnes souffrant de maladies ou de handicap. Oui. Mais évidemment, on ne peut pas imaginer sortir du défi climatique, sortir de la perte de biodiversité par le transhumanisme et la technique. Et ça renvoie à un débat qui est fondamental, qui est quelle est la place de la technique, qui possède les technologies, qui possède les brevets et qui fait des profits à l'aune de ces brevets. Et on le voit avec Elon Musk ou avec ce tourisme spatial qui aujourd'hui se développe, qui est ultra polluant et qui laisse à des milliardaires, à des personnes, à des entreprises privées, la technologie
et la possibilité de faire bénéfice de cela alors que c'est un danger pour nous tous et toutes. Et qui possède la technologie? Et en l'occurrence, il y a tout un mouvement de low-tech, et je termine là-dessus, qu'il est absolument indispensable de développer, d'encourager et d'accompagner, parce que le low-tech, c'est aussi une manière de faire cette transformation industrielle, cette transformation écologique. Et les solutions ne seront pas que techniques et technologiques, elles seront même essentiellement dans une forme de réorganisation sociale et de réorganisation Est-ce que vous avez une question pour Yannick Jadot? Oui, absolument. J'ai quand même une question aussi pour vous, Yannick Merci. Jadot. Je vais vous dire, gentil. vous n'êtes plus seulement au deuxième tour de cette primaire, vous êtes au deuxième tour de la présidentielle. Oui. Là, les bourses commencent un petit peu à se poser des questions, à frémir, à frétiller, voire elles risquent de s'affoler à l'idée d'avoir un écologiste à la tête Quelle idée de l'État. Pourquoi ça? Qu'est-ce que vous faites pour les rassurer? Qu'est-ce que vous proposez comme échéancier pour éviter, pour ne pas faire peur aux investisseurs? Mais quelle idée que les investisseurs seraient affolés par la transition écologique? Par votre programme économique? Et quelle idée? Pourquoi? Il n'y a Non, mais rien pourquoi? qui Donnez-moi une puisse- raison il n'y qui a rien affolerait. qui puisse leur faire peur, selon Prenons vous. par exemple les investissements dans les énergies. D'accord? Dans le monde, Oui. 90% des investissements dans les nouvelles capacités de production électrique. D'accord? Quand on crée une installation pour produire l'électricité. Aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables. Investir sur la rénovation des logements, c'est un investissement extrêmement rentable pour les familles, pour les artisans. Donc pas d'inquiétude. Quand nous mettons en place... Pas d'inquiétude, c'est ce Mais que vous non, dites. bien sûr que non. Quand nous mettons Vous en avez place... quand même revendiqué votre proximité avec Delphine Batho, qui elle a une politique très décroissante. Et quand vous parlez d'énergie à 100% renouvelable, il y a aussi une part de décroissance. Il y a aussi une part... C'est les économies d'énergie, c'est des artisans, c'est des PME, c'est des entreprises qu'il y ait des craintes sur sur tous le nos mode de territoires. financement de l'un ou l'autre Mais attendez, de votre Et si programme. ça s'emballe, il Si. se passe quoi en fait? Est-ce que c'est grave? Je peux peut-être finir Ça, ma c'est réponse. la Si ça question. s'emballe, est-ce que c'est grave? Attendez, Sandrine Rousseau, Ça- vous êtes un peu en avance. Ouais. Non, mais très bien. Alors, Attendez. répondez, Moi- Yannick Jadot. Là, l'économie que nous portons, Est-ce que c'est grave si c'est ça une s'emballe économie qui a du sens. C'est une économie qui, à la fois, redonne du sens au travail dans l'entreprise, qui redonne du sens à l'entreprise et qui redonne du sens à la société. Quand on se bat sur l'économie circulaire, réparation, réutilisation, recyclage, la fin de l'obsolescence programmée, c'est des entreprises sur tous nos territoires, des services sur tous nos territoires. Tout ça est très bénéfique pour l'initiative. Et puis, à la fin, mon sujet, c'est de rassurer les femmes et les hommes qui sont victimes de la malbouffe, qui sont victimes de la Avant les pollution de l'air, investisseurs. qui sont victimes du dérèglement climatique, celles et ceux que j'ai vus victimes des inondations ou des méga-feux de forêt. C'est de rassurer les jeunes pour qu'ils aient un parcours de vie qui soit un parcours de vie épanouissant. Mon sujet, c'est pas de rassurer le lobby de l'agroalimentaire. C'est pas de rassurer le lobby des énergies fossiles. C'est pas de rassurer les pesticides. Je vais même vous dire, si ces lobbies sont inquiets, ça me rassure. Alors, Adrien Jeanne, des questions politiques, puisque maintenant, on va bientôt clore. On a 8 minutes. Je vous rappelle évidemment qu'il y a ce fameux QR code que vous pouvez voir, sur lequel vous pouvez scanner, c'est-à-dire photographier avec votre appareil photo de smartphone ou de tablette pour avoir la vérification des informations et de tout ce qui se dit sur ce plateau. Adrien, pour la politique. Oui, parce qu'on a vu pendant cette soirée, bonsoir à tous les deux, quelques nuances, parfois des différences, mais surtout, dès le début, dans les questions que Ruth vous posait, une manière radicalement opposée d'aborder ce qu'est la notion de gouverner et de transformer le pays, avec des approches très différentes. Vous avez, pendant le débat de premier tour, accepté tous les deux de dire « je soutiendrai le vainqueur de cette primaire, quel qu'il soit ». J'ai envie de préciser la question, est-ce que vous serez prêt demain à faire sa campagne, à défendre sa vision de la transformation de la société, de ce qu'est gouverner, quel que soit le vainqueur, Sandrine Rousseau? Mais oui, avec grand plaisir, et je serais très heureuse que Yannick rejoigne mon équipe. Yannick Jadot. Il va me poser la question, de toute façon. Yannick Jadot. Mais bien sûr, vous savez, Vous rejoindrez son équipe. notre enjeu, c'est de rassembler les Françaises et les Français. C'est de mettre la société en mouvement. Et ça veut dire C'est pas que de vous mettre la ferez société en campagne tension, de Sandrine Rousseau. c'est de mettre la société en mouvement. Alors imaginez que si les écologistes ne sont pas rassemblés, ils ne sont pas unis sur leur projet, encore une fois, on a Sur un le projet de Sandrine Rousseau, si elle Non, mais l'emporte. le projet de Sandrine Rousseau, c'est le projet de l'écologie politique.
Enfin, je n'imagine pas qu'elle s'extrait du projet qu'on a construit collectivement et qu'on va continuer à construire. Donc, si nous ne sommes pas unis, rassemblés, quelle serait notre légitimité à rassembler les Françaises et les Français? Donc on vous verra tous les deux faire campagne ensemble, très bien. Mais et puis pas seulement. On fera le projet. Toutes les candidates et tous les candidats seront au gouvernement, forcément. Et on aura, si c'est un président de la République, ce sera une première ministre femme, une présidente de l'Assemblée femme. Peut-être ça sera l'inverse si c'est une femme présidente. Alors très bien, arrêtons-nous sur ce point un instant. Vous avez tous les deux. Je te propose le poste de Premier ministre. Vous avez tous les deux parlé des femmes tout à l'heure, donc allons au bout de cette question. Yannick Jadot, si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous choisirez une première ministre? Ah ben je viens de répondre. Je viens de répondre oui, mais pas simplement. Parce que la question, c'est pas simplement le couple exécutif. Dans les propositions que nous avons pour réformer les institutions, il faut déprésidentialiser notre République. Ça veut dire renforcer considérablement les pouvoirs du Parlement. Donc, avec la proportionnelle et tout ça. Bon, ça veut dire que le vrai couple, ce ne sera plus le couple exécutif. Ce sera le couple présidente ou président de la République et présidente ou président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on veut un président qui s'occupe du long terme, notamment l'écologie, qui est garant des institutions, notamment de l'indépendance de la justice. On voit comment elle est contestée par ce président lui-même et qui laisse le gouvernement gouverner avec l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau, vous serez, si vous êtes élue, une femme présidente de la République. Est-ce que vous souhaitez une femme également première ministre à Matignon? Ah ben, ce serait une sacrée révolution d'avoir deux femmes. Et en l'occurrence, pourquoi pas, mais surtout, voyons déjà comment réformer le présidentialisme, parce que, et peut-être que précisément mon parcours, qui je suis, permettra de le faire plus facilement. Parce qu'on voit qu'on est sorti d'1 an et demi de présidentialisme à outrance. On est sorti d'un quinquennat de présidentialisme de nausée presque, ad nauseam. Tellement on attendait les annonces du 20h de manière permanente et tellement on a l'impression que le pouvoir est incarné par un seul homme en France. Moi, ce que je voudrais, c'est sortir de ce système-là et faire en sorte qu'en effet... Parce que c'est un homme ou parce que les... Non, une femme pourrait faire exactement la même chose. Ce que je vous dis, c'est que moi, je ne porte pas ça dans la présidentielle et que je voudrais que l'on réforme ce statut du président de la République et faire en sorte que le Parlement soit le cœur battant de notre démocratie, faire en sorte que les territoires soient le cœur battant de notre démocratie et faire en sorte que l'on puisse s'appuyer sur les collectifs citoyens, justement, notamment, qui sont partout en France ultra mobilisés. Qui dit Parlement, pour l'un comme pour l'autre, veut dire aussi majorité. Demain, peut-être que les écologistes auront cette majorité à eux seuls, peut-être qu'ils devront gouverner avec d'autres forces. Sandrine Rousseau, on vous a vu par exemple aller aux Journées d'été de la France Insoumise. Yannick Jadot, il y a 5 ans, vous vous étiez retiré pour un candidat qui à l'époque était socialiste. Est-ce que demain, vous pourriez travailler avec Anne Hidalgo, peut-être derrière Anne Hidalgo si votre campagne ne décolle pas? Non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la force propulsive, y compris issue avec les valeurs de la gauche, qui donnent du sens aux valeurs de la gauche, de solidarité, de justice sociale, de conquête démocratique, c'est l'écologie qu'ils portent. Dans les 10 dernières années, il ne vous a pas échappé, les socialistes ont gouverné 5 ans. On ne s'est pas réveillé le matin en se disant « Waouh, quelle transition écolo, waouh, quelle justice sociale, waouh, quelle réforme de décentralisation, quel renforcement de la démocratie ». Donc il faut un projet cohérent. Il faut des femmes et des hommes déterminés, convaincus, sincères, qui ne transigeront jamais sur le climat, la biodiversité et qui ne transigeront jamais vis-à-vis des lobbies. Et pour ça, c'est le projet écologiste. C'est ce que font les socialistes alors pour vous? Ils transigent. Ah bah oui, ils ont transigé quand ils ont gouverné. Y compris Anne Hidalgo. Mais il n'a pas gouverné à ce stade. Écoutez, regardez, y compris dans les régions. Qui est dans la mairie, y compris dans les régions. Paris avec des écologistes, bien avec sûr, des Verts. Mais justement, poussé par les écologistes, peut-être que demain, pour en faire par plus. Des écologistes, elle eh pourra bien faire non, la même chose là, on n'a plus le temps. En fait, on n'a plus le temps. Donc, ce sera le projet écologiste avec une candidature écologiste. Et je peux vous garantir que si je suis désigné candidat des écologistes pour la présidentielle, ce sera un bulletin vert en avril 2022 avec une grande capacité de rassemblement. Parce que les humanistes et les progressistes nous rejoindront. Sandrine Rousseau, je disais à l'instant, on vous a vu aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, des Insoumis. Est-ce que ça veut dire que demain, une fois désignée candidate des Verts, vous chercherez aussi à
obtenir un rapprochement, un rassemblement avec les Insoumis? Alors, 2 choses là-dessus. La première, c'est que je pense que la présidentielle va se gagner sur le fait de faire quelque chose qui rassemble, qui éveille l'espoir, qui suscite l'enthousiasme et qui tranche dans le discours politique et le paysage politique tel qu'on le connaît actuellement. Je pense que ce qui devrait nous occuper du matin jusqu'au soir, c'est l'abstention. Parce qu'aujourd'hui, c'est le parti majoritaire de France. Ça et répond pas tout à fait à ma 70%. question. Non, mais j'y viens. Et donc, il y a d'abord cet élan à mener, ce débat, cette incarnation, poser des mots nouveaux dans le débat politique, affirmer des valeurs dans le débat politique et susciter, grâce à ça, un engouement derrière une ligne politique. Et ensuite, une fois que l'on a fait ça, eh bien moi je dis aux socialistes à qui je tends la main, mais venez, justement parce que vous n'avez pas toujours été au rendez-vous de l'histoire sur l'écologie. Maintenant, vous avez une chance de vous rattraper. Venez avec nous. Venez avec nous. Et je dis à la France insoumise, vous avez un projet de rupture. Moi, je porte un projet antilibéral et de transformation radicale de l'économie de notre société. Venez. Venez et on fait ensemble. Et c'est ça, en fait, l'arc humaniste. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'écologie est la force motrice, émancipatrice, innovante de la gauche et qu'il nous faut poursuivre cette dynamique-là. Yannick Jadot, une petite question juste pour vous, Sandrine Rousseau, parce que la primaire populaire, qui est cette élection primaire qui a 100 000 adhérents, parle de vous parmi les candidats. C'est une sorte de concurrence à la primaire des Verts. C'est un autre processus. Si jamais vous désignez comme candidate, vous choisiriez quoi ? Ah ben, la primaire des Verts va me désigner. Donc après, moi je respecte. Non mais juste, je respecte. D'accord, mais donc après, il y a pas les règles de la respecte. D'accord, non, mais si jamais vous aviez été. Je respecte beaucoup le travail qui a été fait dans cette primaire populaire et je dois le dire parce que j'ai l'impression d'un espèce de petit mépris vis-à-vis des personnes qui depuis des mois travaillent et essayent de créer l'intérêt politique chez des citoyens et des citoyennes organisées. Donc moi je dis juste que ces personnes là doivent entrer dans le jeu politique, qu'elles doivent participer à la primaire des écologistes, même si maintenant les inscriptions sont terminées, et que je dis que, évidemment, que je regarderai tout ce qu'ils font et le nombre de citoyens qu'ils arriveront à mobiliser jusqu'au bout, et que je ne prendrai pas de décision personnelle là-dessus, que ce sera une décision collective, mais que je demanderai, évidemment, au parti des écologistes d'une manière générale, de regarder ce mouvement citoyen, parce que je crois qu'on n'est plus dans un moment où on doit mépriser des citoyens qui s'engagent sur des nouvelles formes, des nouvelles manières de faire de la politique. S'il y avait un deuxième tour, Macron-Le Pen, Yannick Jadot, vous votez pour qui ? Je vote Jadot. C'est une réponse extrêmement sérieuse. Le statu quo du président de la République aujourd'hui, c'est la promesse du chaos. Marine Le Pen, c'est une sorte de combo entre Orban, Kaczynski en Pologne, Trump et Bolsonaro. Et en 2017, vous aviez appelé à voter. Bien sûr, mais moi j'ai toujours choisi, j'ai toujours été un républicain. J'ai toujours fait la différence. Et donc ce serait différent cette fois-ci ? Et parce que pour moi, il n'y a pas de perspective d'un nouveau duel Macron-Le Pen. Pourquoi je m'engage ? Je m'engage pour qu'on ait une dynamique autour de l'écologie, que ce ne soit pas un vote de refus, un vote de rejet, que ce soit un vote d'adhésion. Sinon, notre pays, il va aller à la catastrophe. Regardez ce qu'a fait Emmanuel Macron de ce quinquennat. Merci. Même question pour Même Sandrine réponse, Rousseau. puis ce sera Sandrine Rousseau. Même réponse. Merci beaucoup. C'est donc l'heure des conclusions. Merci à tous les deux. Merci Adrien, merci Sophie. Et c'est Yannick Jadot qui a été tiré au sort pour faire la première conclusion. Donc, c'est à vous. Je voudrais m'adresser, pour conclure, aux 122 670 personnes qui se sont inscrites à la primaire de l'écologie. Vous êtes devenus la famille écologiste. Vous savez, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans Europe Écologie Les Verts. Et en étant parfaitement loyal, y compris dans les moments difficiles, j'ai toujours défendu le dépassement d'Europe Écologie Les Verts. Et là, on a une opportunité historique que ces 122 670 personnes soient la nouvelle équipe de France de l'écologie. Que toutes ces personnes, on travaille sur le projet, on travaille sur la campagne et on travaille à convaincre les Françaises et les Français de participer à cette grande aventure. Parce que nous avons un impératif. Cet impératif, c'est de gagner l'élection présidentielle
et de gouverner. Nous avons un impératif, c'est de transformer le formidable espoir qui est dans ce pays, autour d'une écologie sociale et républicaine, de transformer cet espoir en victoire. Je compte sur vous. Sandrine Rousseau. Alors la primaire des écologistes nous a montré que la mobilisation pouvait être autour de l'écologie. 122 000 personnes, et merci à vous de vous être inscrits et inscrites à cette primaire. Ce moment-là a été un moment de débat, le premier tour a été un moment de débat intense, où on a réussi à porter des mots, à porter des valeurs, à porter un récit qui soit différent des autres offres politiques. Grâce à Delphine Batho, on a réussi à parler de décroissance et de chute et de transformation du présidentialisme. Grâce à Éric Piolle, on a parlé d'un humanisme renouvelé et d'alliance et d'un arc humaniste. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que toutes ces valeurs-là, je les porterai après la désignation de mardi prochain. Je continuerai à porter toute cette effervescence, toute cette réflexion autour de notre démocratie, autour de notre projet de société, jusqu'à la présidentielle. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes à un moment clé de notre histoire. Nous avons des défis majeurs à relever. Et que pour cela, il nous faut de la sincérité, il nous faut du courage, que c'est finalement le combat de nos vies. Ça pourrait être cette primaire, ce deuxième tour, le premier jour du reste de nos vies. Vraiment, soyons au rendez-vous, ouvrons des perspectives, gagnons ensemble. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Tout de suite, Éric Brunet avec Julia Mette reviennent sur ce débat. Et moi, je vous retrouve demain. Merci beaucoup d'avoir accepté ce débat. Bravo. Merci beaucoup.